j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai déjà essayé d'aller écrire dans des cafés et tout, mais à chaque fois, tu sais, t'es là en mode ok, là, tu te moques tu te fous de la gueule du monde, t'es juste là pour qu'on te voit en train de travailler, quoi. Donc ça va pas du tout. Alors attends, merde, fais voir comment tu vas parler, toi. Je risque de parler comme ça. Ok. Ça me semble... Être le bon, ok. Peut-être que je vais monter aussi un peu comme ça. Ah, tu vois, t'as bien fait de... T'as bien fait. Ok, je calibre. Ça va dépendre de l'énergie. Ok. C'est un podcast de combien de temps? C'est un podcast déjà qui est d'une haute énergie, déjà, faut savoir. Ouais. Non, Non, non. c'est une blague. Ça dépend, ça peut entre 1 heure et 2 heures. Ok, cool. Comme on veut, il n'y a pas trop de format. Parfait. Voilà, donc bah, déjà, en tout cas, merci beaucoup de venir, ça me fait hyper plaisir. C'est déjà en train d'enregistrer? C'est parti. C'est bon. Non, en vrai, je suis hyper content parce que bon, moi, je t'avais vu au One More il y a 1 an et demi. T'étais venu il y a 1 an à peu près exact. à Paris. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que moi, je te connais via surtout Jason, Farid et Pana qui me parlent tout le temps de toi. Et j'ai fait 2 épisodes de mon podcast avec eux, chacun. 2 avec Farid, 2 avec Jason, 2 avec Pana. Et ton nom, il revient à chaque fois. Est-ce que tu as conscience déjà d'être cette personne-là pour Farid, Jason et Pana? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, y a vraiment moi, j'ai un de mes plus grands rêves dans ma vie, ça a toujours été d'avoir un frère ou des frères. Ok. J'avais 2 sœurs. Ok. Donc, je rêvais tellement d'avoir un frère ou des frères et je crois que ouais, c'est il y a quelques années que je les ai trouvés, ces 3 gars-là. Ouais. Ok, mais parce qu'ils parlent de toi aussi, parce que d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai dit, mais du coup, Adib Al-Khalidé qui parle en ce moment au micro, je suis même pas sûr de l'avoir dit, mais il parle de toi aussi comme quelqu'un qui leur a fait comprendre ce qu'ils voulaient faire, entre guillemets, dans l'humour et tout, quoi. Ben, ils ont le même effet sur moi, donc ok, je voulais savoir ça. Ouais, je pense que ça fait partie de je sais que c'est cucu, mais tu sais, c'est l'amour. C'est quand t'aimes fraternellement, quand t'aimes quelqu'un, tu partages ton amitié, ton intimité. Ça va au-delà de l'écriture pour moi, le stand-up. Ouais. C'est les gens avec qui tu passes ton temps, ils influencent énormément ta vision du monde. Bien sûr. Puis tu sais, le stand-up, c'est quoi si c'est pas genre articuler ta vision du monde à travers l'humour. Fait que moi, je dirais que ouais, je pense qu'à la base, quand tu passes du temps avec des gens que t'aimes, c'est ça que tu fais. T'es en train de changer ta façon d'écrire. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, j'ai l'impression que les artistes ont l'impression que s'ils réussissent leur vie artistique, ils vont réussir leur vie, si on veut, de la vie de tous les jours. Ouais, alors que j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ouais, il faut commencer par la vie perso, ouais. Ouais, je pense que quand ta vie personnelle puis la vie de tous les jours se tient et tu la trouves saine, ben c'est après que genre le côté artistique peut devenir intéressant. Tu l'as compris ça au milieu de ton début de carrière ou dès le début? Il y a 2 ans peut-être. Ah ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 10 ans que je fais du stand-up. 10 ans. Et il y a 2 ans, t'as compris ça? Ouais. Il y a eu un déclic? Grave, il y a eu un déclic. Ouais, parce que j'ai... Ben en fait, moi, je dis maintenant que ça fait 10 ans que je fais ça, mais je suis sorti de l'école de l'humour à 22. Donc, j'ai commencé officiellement à 22. À l'école de l'humour, tu fais pas vraiment de stand-up. T'écris ou t'improvises, tu fais des ateliers d'écriture et tout ça, mais y a pas, c'est pas nécessairement à l'école de l'humour où un stand-upper va développer son persona, son espèce de l'identité qu'on se trouve sur scène et qu'on se dit ok, là je suis drôle, tu sais. C'est pas à l'école de l'humour que tu fais ça, donc tout dépendant d'à quel moment j'ai commencé, je sais pas, je dirais peut-être 22 ou 19, je sais pas. Ok. Mais admettons que j'ai commencé à 22, les 7 premières années, j'étais peut-être juste obsédé par être drôle, réussir, vouloir absolument genre faire ma place, être original, avoir un style. Tu sais, c'était juste des objectifs qu'aujourd'hui je considère... en tout cas, aujourd'hui, je combats ces objectifs-là. Ouais, je comprends. Ils sont encore là. Ouais. Mais avant, je me laissais complètement guider par ça. Puis maintenant, je dois leur dire stop. Genre, est-ce que c'est pas au moment où le masque social est tombé vraiment? Fuck, ouais, mais c'est ça. Parce que t'en parles beaucoup dans ton Netflix. On va parler du fait que t'as fait partie des comédiens autour du monde de Netflix. Ouais. Et ton épisode est ouf. Et enfin, ta demi-heure est ouf.
Et dedans, il y a ce truc de, tu parles du masque social qui tombe. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu appelles le masque social, toi, exactement? Parce que ça m'a beaucoup parlé et je pense que ça peut vraiment parler beaucoup aux gens qui écoutent. Mais il y a un truc de... Mais à partir du moment que tu sais qu'il y a une partie de toi qui investit 100% de ton énergie à ne pas te montrer qui tu es réellement, à partir du moment que tu sais ça, Ouais. la vie se vit de manière totalement différente. Ouais. Donc, c'est-à-dire que à ce moment précis, je sais que ce que je dis, peut-être c'est pas moi qui le dis. Ouais, Je ouais. sais que c'est bizarre. Non, non, mais je Mais comprends c'est peut-être complètement. une partie de moi qui me convainc que je suis quelqu'un que je suis pas. Et moi, quand tu fuis cette réalité, la vie, tu la subis. Et quand tu acceptes cette réalité, puis tu le prends comme un jeu, et qu'au fur et à mesure, il va y avoir des indices qui vont te dire plus tard si c'est toi vraiment qui le disais, si c'est toi qui le vivais, ou si c'est la partie de toi qui a peur d'être vulnérable, qui a peur de se montrer, qui a peur d'être réel. Est-ce que cette partie-là, est-ce que c'est tes anges ou tes démons qui parlent? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Parce que tu parles de mentir justement à un moment donné dans ton spectacle en disant quand tu mens et que c'est le masque social qui ment, entre guillemets, et que le fait de pas mentir te permet d'être complètement toi. Moi, je sais que c'est le stand-up qui m'a appris ça. Enfin, c'est en étant passionné avant même d'en faire que je me suis dit, ah, mais ok, en fait, tu peux être toi. C'est grâce à les gens qui font du stand-up que j'ai remarqué ça. Ouais. Mais ça va avec la phrase. Moi, mon grand-père, il me disait tout le temps une phrase qui est tu jettes jamais une pierre assez haut pour qu'elle te retombe pas un jour sur le coin de la gueule. Ah, c'est bon, et ça. c'est un peu la même idée, quoi. C'est ce truc de, effectivement, tu peux mentir autant que tu veux, mais en est, tu vas te reprendre la pierre sur la gueule. C'est tellement ça. Mais j'ai l'impression que c'est très libérateur de ressentir ça. Et j'ai l'impression que tu l'as ressenti à 100% et que tu as une énergie quand on le voit sur scène. Je pense qu'au-delà de tes blagues qui sont extrêmement drôles, on sent quelqu'un qu'on a rien à foutre, enfin qui est à l'aise avec lui-même, quoi. Et ça fait du bien de voir ça. Contextuellement libéré. Ouais. ok. Dans le contexte Ok. de l'écriture de ce Oui, bien sûr. mini special de 30 minutes, je sentais que je venais de rentrer en contact avec cette espèce de réalité, cette vérité-là. Puis ça m'a libéré pendant quelques mois. Puis après, le combat, il recommence, je pense. Je pense pas que... Ouais, je pense vraiment que le mythe de Sisyphe, c'est une des meilleures... je sais pas si on dit analogie, métaphore. C'est quoi le mythe de Sisyphe? C'est le gars qui monte la roche au top de la montagne, Okay. et elle redescend, et il la remonte, et elle roule encore vers le bas, il la remonte, et elle roule encore. Et à un moment, il réalise que, en fait, la seule manière d'être heureux, c'est d'accepter que c'est ça... Ok. C'est ça sa mission, en fait. C'est de monter la roche et de retourner la chercher. Ok. Et donc, je pense qu'une libération, un sentiment de liberté absolue, ça n'existe pas. Je pense que des fois, on atteint le top, puis on voit notre roche retomber tranquillement, puis il faut retourner la chercher, puis ça va être comme ça pour toute la vie. Ouais, c'est accepter ça, en fait, la clé, peut-être. Parce que c'est assez déprimant, en fait, au début, comme idée, quoi. Ouais, mais après quand tu t'observes les biceps que ça te donne, tu sais, de monter une roche. À chaque 2 jours, je monte une roche. Bon, en fait, tu deviens ultra costaud, mais Ouais, par tu contre... deviens très costaud, mais là, tu dis... Et la roche, en fait, devient de plus en plus légère. Ouais. Et ben, t'as le temps de faire de l'introspection à travers tout ça. On peut sortir de cette analogie. Fin de l'analogie. Fin de l'analogie mais en vrai, de la randonnée en montagne. En vrai, je comprends complètement parce que cette histoire du masque social, c'est vraiment quand tu l'as dit, à un moment donné, tu fais je l'aime mais je le déteste en parlant d'un cuisinier canadien. Ouais. Et du coup, le masque le déteste, mais moi-même, je l'aime. Et c'est vrai que la double conversation avec soi-même, elle m'a beaucoup parlé et je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde, quoi. Il y a vraiment un truc où tu. Ben, écoute, si. Quand t'as écrit ce special, t'avais cette idée-là, t'es parti d'une ou deux idées que t'as fait déferler en blague ou comment t'as écrit, par exemple, comment t'as préparé cette demi-heure sur Netflix? Parce que je sais que par rapport à Jason, par exemple, il m'a dit qu'ils avaient été prévenus un peu tard. Ouais, mais je l'ai su 2 semaines avant Jason, je crois. Donc tu vois, t'avais peu de temps pour le préparer, entre guillemets. Ouais. Comment t'as préparé cette demi-heure-là sur Netflix? Ben, j'étais très chanceux parce que à la base, je venais de jouer au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en France. Avec Farid, ouais. Avec vous, avec tout le monde. Même au Paname, j'étais là pendant 1 mois et demi. Et donc, je m'étais un peu habitué à justement ce côté international. Okay. Parce que je pense qu'au Québec, je réfléchis pas de la même manière dans la mesure où je me permets de sacrer, je me permets d'aller dans des trucs un peu plus nichés pour le Québec. Okay. Alors que là, ça faisait 3 mois que je jouais pour des francophones au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France. Et donc, mon cerveau était genre, on dirait, formaté à observer le monde de manière
plus international. Ok. Et donc, j'ai développé des petits bits ici. Bonne nouvelle, tu sais, le métro Bonne Nouvelle, j'avais un petit 2 minutes là-dessus. J'avais 2-3 idées, en fait, qui sont nées à Paris. Après, je suis retourné à Montréal et je devais absolument présenter un spectacle au festival Mobilo. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est un festival que des collègues et moi avons mis sur pied. C'est un peu un festival d'humour alternatif, si on veut. Cool. Ok. Où on crée sans pression. Et moi, ça fait 3 ans, je crois, qu'à chaque année, je présente 1 heure. Mais c'est pas 1 heure que je capterais, que je mettrais sur Internet parce qu'elle n'est pas aboutie, mais c'est un vrai laboratoire. Ok. Ouais. Et quand je suis retourné au Québec après mon séjour ici, j'ai présenté cette nouvelle heure. Et à travers cette heure-là, je parlais de végétarisme pendant genre 30 minutes, mais de ces 30 minutes-là, il y avait une conversation avec une vache pendant 20 minutes. Okay. Que malheureusement, personne ne va jamais voir. Ah merde. Mais je parlais à une vache pendant à peu près 20 minutes. Okay. C'était fucking weird pour les gens genre dans la salle. Il y avait des rires quand même ou tu les as perdus? Le premier soir, c'était tellement bizarre que j'ai été obligé de finir le show avec du vieux matériel parce que je trouvais que j'avais pas assez fait rire. Ok. Je trouvais ça vraiment... ça faisait 1 heure que j'étais sur scène, ça n'avait pas assez ri. J'ai sorti du vieux matériel que personne n'avait vu, mais moi, je m'étais promis que ce soir-là, genre, j'allais pas en sortir, puis j'ai sorti du vieux matériel. Ok. Le lendemain, j'ai pris plein de notes, j'ai réécouté le show, j'ai pris plein de notes et j'ai recommencé j'ai refait le même show, mais je pense que j'assumais plus ma conversation avec la vache. Ok. J'étais plus dans genre, ok, c'est absurde, puis il faut que tu acceptes que... Parce que j'ai vraiment vu une vache à un moment. J'ai croisé une vache. Et je l'ai regardée pendant genre 10 minutes, puis ça m'a vraiment fait réfléchir à pourquoi je la mange, tu sais. Ah oui? Ouais, grave. Mais t'as eu une phase en mode... Ben, quand je vois une vache, je sais pas pourquoi, mais je l'aime. Okay. J'ai aussi... Tu l'as sacralisé, quoi. Je l'ai pas sacralisé, j'ai fait accoucher une vache. Ok. Ouais. je faisais quand j'ai commencé ma carrière, non? On fait comme si tout était normal. Non, mais quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste, je cherchais par tous les moyens de me faire connaître. J'ai réussi à décrocher un contrat de genre reporter comique. Ok. Et un des reportages qu'on m'a envoyé faire, c'était aller genre interviewer un fermier. Et j'ai été interviewer le fermier. Et quand j'arrive, il me dit, j'ai une vache qui est en train d'accoucher. Est-ce que tu veux... Ah putain. Est-ce que tu veux... je sais pas comment dire. Et là, j'ai mis un immense gant qui fait la longueur de mon bras. Ouais, je connais bien. Et j'ai mis mon bras au complet dans la vache. Et j'ai sorti le veau. Je viens de campagne et moi il y a un de mes grands-oncles qui était inséminateur artificiel de vaches. C'est vrai? Donc en fait son métier c'était d'entrer la main dans les et d'aller les chercher. Les vaches, ouais. Et c'était extraordinaire. Ah ouais? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais tu sais, à partir de là j'ai plus jamais vu une vache. J'ai quand même une relation intime avec les vaches. Oui, du coup, oui. Et c'est la première fois que je dis ça publiquement, donc j'espère que tu es content de cette exclusivité qui va maintenant me suivre jusqu'à ma mort. Ouais, mais oui, c'est vrai que tu peux te choper une réputation sur ce genre d'anecdote. Mais, mais bref. Tu l'as fait qu'une seule fois et t'as pas pris de plaisir. Qu'une seule fois, non, c'est pas que il n'y aura pas de, il y a pas de récidive, non. Mais ouais, dans ce show-là de 1 heure, cette espèce de laboratoire, moi, je pensais que j'étais en train d'écrire mon 3e spectacle. Netflix n'est pas encore dans les parages à ce moment-là. Et je vois bien, après les 2 spectacles, j'avais juste deux représentations, je vois bien après que parler à une vache pendant 20 minutes, je peux pas faire ça. Et vendre des billets avec ça c'est pas c'est pas gentil pour les gens. c'est cool pour moi quand je dis aux gens, hey, venez me voir, j'expérimente, mais comme dans un vrai spectacle, je ferais pas ça. Mais à partir de cette conversation avec la vache est né le bit sur le végétarisme. Ouais, ok. Et parallèlement, dans ma thérapie, que je suis en thérapie depuis 5 ans, dans cette thérapie-là, je réalisais à quel point, genre, toute ma vie, je pensais savoir qui j'étais, alors que, genre, je sais pas vraiment qui je suis. Ok. Et je vivais cette espèce de libération terrorisante. Ouais, du masque. Je pense que j'ai même déjà dit à ma psy, dans le fond, j'ai un masque. Mm-hmm. Dans le fond, il y a quelque chose que j'ai qui est là, et derrière, il y a un monde que je peux pas présenter aux gens parce que
pas parce qu'il est horrible ou terrifiant, mais parce que moi, je me le présente pas à moi-même. Moi, Bah oui, oui. moi, je l'assume pas moi-même. Tu l'assumes pas ou t'es pas allé le chercher, tu l'as pas regardé encore en face et parce que une fois que tu le regardes après en face, ouais, je vois ce que tu veux Ça dire. fait peut-être que ça fait partie de l'expérience humaine de trouver cette chose-là. Peut-être que tout le monde vit ça. Tu sais, je pense pas que c'est un certain type de gens ou les artistes. Je pense que tout le monde, à un moment ou un autre dans sa vie, réalise que ce qu'il montre aux gens, c'est ce qu'il a choisi très jeune de mettre de l'avant pour ne pas trop ressentir de honte, trop ressentir de rejet, d'abandon. Donc, est-ce que je veux... Tu sais, à ce moment-là, je me dis, est-ce que je veux vivre une vie basée sur ma peur du rejet, de l'abandon, de l'humiliation? J'avais tous ces questionnements-là, et bon, c'est sorti dans un beat sur le végétarisme, mais je peux pas non plus, tout ce que je viens de te dire, je peux pas dire tout ça sur scène Bien et sûr. être drôle. Bien sûr. C'est trop dur. Bien sûr. Donc, c'est sorti dans ce beat-là, Ok. puis je pense que ça me rendait vraiment heureux d'en parler de cette manière, parce que pour la première fois de ma vie, je faisais du stand-up qui me faisait du bien à Ah ok, l'âme. avant c'était pas le cas. Non, ça me faisait pas du bien avant. Et pourquoi tu faisais ça avant du coup? Parce que moi les peu de fois où je t'ai vu, et je pense que t'avais déjà eu ce déclic là à ce moment-là, je t'ai toujours vu hyper épanoui sur scène entre guillemets en sentant ce que tu viens de dire là. Et du coup avant t'étais plus dans la blague pour la blague quoi. Ben, je pense que j'ai ce truc où dès que je mets un pied sur scène, il y a comme des molécules chimiques dans mon cerveau qui se produisent, et là je deviens heureux Ouais. d'être là, même si j'ai vraiment peur. J'ai extrêmement peur du jugement des gens. Je suis très timide. Je suis de nature plutôt introvertie. J'aime pas passer du temps en groupe. Mais quand je mets un pied sur scène et que je sais que la possibilité d'entendre des rires existe, Ouais. je deviens tellement heureux. Je sais pas, il y a un truc, Ouais, je comme j'ai comprends. vraiment rêvé de ça longtemps. Donc j'imagine que quand tu rêves longtemps de quelque chose, ça éveille quelque chose en toi de très enfantin, de très... Tu fais partie des gens qui voulaient faire humoriste depuis très longtemps? Ben, dès que j'ai vu que ça existait, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien ce métier, mais je me suis pas tout de suite dit, ça va marcher. Non, en fait, je me suis pas tout de suite dit, je vais en rêver. Au départ, juste un spectateur obsédé. Ouais, voilà, j'ai été ça, je comprends. Juste ça me suffisait. Je dis, waouh, comme c'est la plus belle chose au monde. Il Ouais. y a rien de plus beau. Puis j'étais déjà un immense fan de cinéma, j'étais déjà une immense fan de musique, mais pour moi, le stand-up, c'était je sais pas, il y a quelque chose de... Encore plus pur, j'ai l'impression, moi c'est ça, enfin c'est le mot pur, il donnerait un jugement sur le fait que le cinéma et la musique ne le seraient pas, mais moi c'est ce que ça m'a fait sur le stand-up, ce côté de c'est quelqu'un, le micro pour moi et le fait que c'est juste une personne qui est là et qui peut faire rire une salle, qui peut électriser une salle à ce point-là quoi. Ouais. Dire que c'est pas autant de moyens qu'un film ou autant de travail en amont d'une musique, c'est juste un mec qui est là. Alors s'il y a du travail en amont qui se voit pas, mais il y a ce truc de... Pour moi, quand je découvre le stand-up, j'ai un sentiment de pureté énorme de ah ok, en fait on me raconte la vérité brute quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir quelque chose de brut face à moi quoi. Mais ça te sort, Ouais. rire fort comme ça, ça te sort de la déprime, ça te sort de ton quotidien, ça t'extrait en fait à une réalité qui est pas évidente. Tu sais, je veux dire, tout le monde, riche ou pauvre, leur quotidien, il les fait chier. Tu comprends? Donc, quand tu tombes sur une œuvre, un artiste ou quelque chose qui justement te permet de sortir de cet état et juste rire fort comme si tu n'étais plus chez toi, comme si tu n'étais plus dans ton quotidien, ce truc-là, moi, à la base, ça m'obsédait. Je voyais les gens rire, voir les gens rire, ça me je sais pas, moi, je trouve que ça permet de rêver, en fait. Ça permet de... Mais tu dis un truc très intéressant en plus, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens mettent soit la célébrité, soit l'argent comme la clé, alors qu'effectivement, quel que soit le niveau de notoriété, quel que soit le niveau d'argent, la vie, le quotidien est chiant pour tout le monde. C'est la plus grande épreuve, c'est d'accepter que le quotidien, c'est ça. Ouais. C'est ça ta vie. Exactement. Exactement. Ouais, non. Même tous les humoristes ont rêvé d'être humoristes, puis là, ils deviennent humoristes, puis ils sont pas exactement l'humoriste qu'ils voudraient, donc ils sont un peu fâchés ou amers. Mais si on prenait tous le temps, y compris moi, je veux dire, moi, j'ai des moments où je me dis, merde, j'aimerais ça que tel aspect de ma carrière aille mieux, ou peu importe. Mais si on prenait juste le moment de retourner en arrière au moment où on rêvait de faire ça, ben moi,
je pense que je m'auto-giflerais genre 10 fois Ouais, de ouais. mon ingratitude Ouais. et mon manque je sais pas, des fois je trouve qu'on prend pas le temps de réaliser que c'est vraiment accéder à son rêve, c'est Ouais. quand même cool. Ouais, c'est cool. C'est cool, mais il y a un côté de. C'est très cool, mais il y a un côté de. Ah, ok, maintenant c'est fait, après il y a quoi. Tu vois? Ouais, ben c'est là que l'analogie de la pierre et Ouais, la ouais, montagne devient exactement. intéressante. exactement. Parce qu'après, il y a le il y a quoi. Parce que toi, tu dis que ça fait 10 ans, tu t'es toujours senti à ta place sur scène de ce que je peux comprendre, mais est-ce que tu as tout de suite senti que, enfin, au bout de 1, 2, 3 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, bah, ça sera jamais vraiment ma vie, ou est-ce que tout de suite tu as senti que ça serait ça ou rien? Est-ce que tu as déjà eu un plan B, entre guillemets? Ou est-ce que c'était la scène ou rien, quoi? Ben en fait, moi je voulais faire du cinéma avant de faire de l'humour. Ok. Quand j'ai compris que le cinéma, t'avais plus de chances d'y accéder si t'avais des contacts. Hmm. L'humour, c'est pas pareil. Non. C'est Ouais. pas la même chose. Hein. C'est l'humour, tu peux ne pas avoir de contact. L'humour, tu peux écrire à quelqu'un sur Facebook et lui dire où est-ce que je peux commencer. Et la personne, si elle est sympathique, elle va te répondre telle place. Et tu peux commencer. C'est aussi simple que ça. Ouais, David Letterman, il dit dans un Comedian in Card et Getting Coffee avec Jerry Seinfeld, il dit que la comédie, c'est la chose qui est le plus proche de la justice, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. C'est vrai. À moins que tu tombes sur quelqu'un de vraiment pas cool, qui est juste amer et aigri et qui décide de pas t'aider. Mais moi, à chaque fois que quelqu'un m'écrit ou me demande Hmm. comment je commence, j'ai à peu près Message. la même liste des 10 lieux à Montréal les plus cool pour tenter sa chance. Après, je nomme les autres où c'est un peu plus compliqué de rentrer. Mais tu sais, je prends le temps de dire, là, c'est un peu plus complexe, mais de fil en aiguille, tu sais, ça prend pas tant de temps que ça à y Mhm. accéder. J'essaie de donner, tu sais, comme des éléments autour desquels quelqu'un peut construire parce que moi, je me mets à leur place et je me rappelle que au départ, il y a des gens qui m'ont aidé puis ça m'a vraiment aidé. Ouais. Ça m'a Ok. vraiment... Tu sais, moi, je sais à quel point quand tu donnes un petit coup de main à quelqu'un, parce que je l'ai vécu, ça peut vraiment influencer le reste Bien de sa sûr. vie. Ouais. Et il y a un moment quand même, du coup, où tu t'es dit, c'est bon, là, c'est parti. Je vais arriver à faire un truc dans ce milieu-là, quoi. Genre, tu vois, ton premier spectacle, ou ta première salle remplie, ou ta première standing ovation, je sais pas, tu vois, un truc où tu t'es dit, ah ok, là, ça marque le moment où j'ai accédé à mon rêve, entre guillemets, tu vois. Ou, Moi, ou alors c'est dès que la fois où tu as pris le micro pour la première fois, quoi, je sais pas, mais tu vois, il y a ce qu'il y a eu Je un- pense que je suis en train, là, 10 ans ou 9 ans plus tard, ou peu importe, je suis en train d'officiellement tomber amoureux avec le stand-up. Ok. Je pense que les 8-9 premières années, je faisais semblant que c'était pas si important que ça pour moi. Ah ok. Ouais. Ah c'est drôle. Pour pas être blessé, Ok. pour Ah, ok. pas avoir mal. Ouais, juste, ben, tu sais, j'ai vraiment passé les 4-5 dernières années à dire à tout le monde, ouais, peut-être que j'en ferai plus du stand-up, peut-être que je vais arrêter, je sais pas, j'ai beaucoup d'autres passions, donc... mais maintenant, je crois que je peux admettre que je suis 100% amoureux Ah c'est drôle, ok, du c'est stand-up cool. et ok. que je sais que je dois faire ça toute ma vie parce que Ah tu dois. je dois faire ça toute ma vie. C'est un devoir. Et en fait, jusqu'à ce que mon corps me dise, fais plus ça. Mais il faut pas que ça vienne de ma tête. C'est un devoir envers toi-même. Je dois faire ça, j'ai pas le choix parce que c'est... J'ai parce pas le que- choix, c'est parce, parce que entendre les gens rire, c'est trop important pour moi. ouf. Je comprends. C'est comme... C'est pas tant le fait de... Après, bon, des formations professionnelles, il y a le côté être apprécié, validé, reconnu, admiré, tout ça, ça vient un peu pourrir ma vie. Ouais. Mais à la base, si je me fie juste sur le premier rire que j'ai entendu et qui me procure plus ou moins le même effet aujourd'hui, Ouais. Ça dénue pas la ça. même sensation, Ouais, c'est ouf. Hein. ben, je te dirais que pour ça, je devrais continuer à assumer mon amour du stand-up malgré le côté montagne russe de ce métier. Ok. Ouais. Ah, c'est ouf. Je Qui trouve des ça fois te donne l'impression, mais n'importe quel stand-up, un vrai stand-up a envie d'abandonner le stand-up à chaque 3 mois. ouf. Oui, bah, à chaque en Il n'y vrai. ouais. a pas un humoriste que je connais qui, à chaque 3 mois, contemple pas, genre tout seul Ah, mais c'est ouf. Hein. dans sa chambre, la possibilité d'arrêter. J'ai toujours mon plan B en tête. En Ouais. plus, nous, tu sais, on gagne de l'argent un peu en cash, etc. J'ai Ouais. une boîte avec mon cash, mon passeport, des lunettes de ouais. soleil. Genre, C'est ça.
c'est ma boîte qui est en mode je suis prêt à partir avec un baluchon, genre j'ai un sac et je m'en vais quoi. T'as déjà tes contacts en Thaïlande. Non mais mec, pour- moi et en fait à chaque fois il y a vraiment ces 3 semaines où tu fais des bons trucs, t'as des nouvelles blagues, t'es un peu content et tout. Ouais. Et après tu prends un bide avec ces blagues là et tu dis ok on prend le baluchon et on se Ouais, casse, ouais, c'est ouais. terminé. Je veux Tellement. plus vivre ça. Ah Ouais, ouais. parce qu'en fait c'est aussi un espèce de truc où t'as envie d'avoir, si t'as pas le retour, parfois c'est violent quoi, tu sais, genre le fait de rentrer tout seul le soir, t'as dit non à un week-end de potes où ils sont tous partis ensemble Ouais. en vacances, Ouais. et toi t'as dit non parce que t'avais 2 scènes un peu nulles mais que tu voulais pas refuser parce que t'as envie de jouer, et puis tu rentres, t'as bidé, etc. Là tu te dis ouais, parfois t'as le regard dans le vide quand même, enfin Ouais, puis c'est un métier qui est t'es seul quoi. quand même très solitaire. Bah Tu ouais, sais, on hein. est ensemble quand on fait des plateaux, mais Mhm. on est seul face à nos attentes. Ouais. Tout le temps. Mhm. Et ça c'est dur parce que nos attentes sont très souvent déraisonnables. Mhm. Euh, Ouais c'est vrai. et aussi, je sais pas, c'est pas des bons objectifs. Tu sais, c'est pas des bons carburants. Mhm. Et des fois, mes attentes, c'est les pires carburants. Ouais, je je peux vois pas, ce que tu veux je peux pas carburer à ça. C'est comme si je mettais, je sais pas moi, de l'eau dans le réservoir. Tu sais, ça va pas avancer comme ça. Ouais, je comprends, mais je comprends complètement. Mais bon, c'est ça. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que, tu sais, c'est bien d'assumer que ça monte, ça descend, ça fluctue. C'est pas toujours la même chose. Des fois, pendant 3 semaines, c'est extraordinaire. Des fois, pendant... T'as quand même des paliers où t'atteins. J'en avais parlé avec Jason qui m'avait dit, pas du tout d'ailleurs, donc, mais dans le dernier podcast que j'ai fait avec lui, mais ce truc de après Netflix, il y a aussi, bon, il y a peut-être 1 heure sur Netflix, mais est-ce que t'arrives pas aussi à un moment où tu te dis, merde, qu'est-ce que peux avoir envie de faire plus tard, enfin, qu'est-ce que je vais chercher après, quoi. Il y a pas ce, tu vois, genre, j'ai fait Netflix, j'ai fait mon premier spectacle, j'ai fait le deuxième spectacle qui a marché par rapport au premier. Ouais. Est-ce que t'es en stress parfois de te dire, est-ce que je vais réussir à me retrouver des nouveaux objectifs ou des nouveaux trucs à vouloir dire ou des nouveaux trucs. T'as pas ce stress là ou... Mais j'ai à peu près, tu sais, j'ai toujours à peu près 3-4 projets Ok, en même temps. inatteignables Ok. devant moi. Ok, ok. Et je suis très motivé par ces projets-là. Puis depuis que le stand-up, c'est plus ma seule carrière, Mm. je crois que moi, je pense qu'un artiste devrait être infidèle avec les formes d'art. Oui, ok. Je pense qu'être infidèle en art, c'est bon parce que quand tu reviens, t'es tellement... Ça t'a manqué et personne n'est fâché contre toi. Et tu te sens pas coupable, tu sais. Donc, c'est fait pour ça, je pense. Que quand je m'en vais tourner pendant... Est-ce que tu dis que t'as une autre carrière? T'as sorti un film là récemment. Ouais, moi, je pense que je suis... Comme... T'as quand même fait un film récemment, quoi. C'est pas rien, quoi. T'as sorti un film. Ouais, mais c'est un film particulier. Quand Oui, même. oui, bien sûr. Non, mais Dans très le bien. sens Mais... que le processus est... Ouais, ouais. On l'a financé avec Kickstarter. ouais, un équivalent. Ok. La Ruche Québec, c'est un site de sociofinancement. Puis on vendait des billets de spectacle. On a ramassé 80 000 $. On a fait le film avec cet argent-là. Et on C'est l'a... chambé. Ouais. C'est vraiment cool. Puis là, il est au cinéma. Mais ça, c'était un de mes objectifs, justement, et l'année dernière. Puis je pense que le Netflix, il est arrivé juste après. Et j'y pensais même pas, tu sais. Donc... Mais ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que quand j'ai 3-4 objectifs devant moi, j'ai l'impression que c'est plus facile de tout apprécier. Il y a quoi dans ces objectifs là? Je suis pas sûr que je suis prêt à partager ça avec tout le monde parce que j'ai très honte. Ah ok, non, il n'y a pas de problème. Non, tout est légal hein, en passant. Il n'y a rien avec une vache? Non, il n'y a rien avec une vache. Ok, bon bah ça va. Ça me prend du temps avant d'assumer mais je comprends. assumer mes rêves, mais ouais, non, je pense qu'il y a des trucs qui bouillonnent tranquillement, fait que souvent, moi, en secret, genre, je vais écrire des petits projets, des trucs, et je sais que ça va prendre 3-4 ans avant que j'aie le courage de le partager, mais ouais, fait que je suis préoccupé par des choses secrètes, et après, quand je retourne faire du stand-up, c'est genre... C'est comme si c'était... C'est comme... Je sais pas comment dire, tu te sens à la maison. Quand ça fait longtemps que tu fais quelque chose, que tu t'en vas 2 mois, tu reviens, t'aimes tellement ça, t'as tout ton amour qui renaît pour le truc, t'as pas eu le temps d'être amer, t'as pas eu le temps d'être blasé.
Moi, je pense que c'est très important d'arrêter de faire ce que t'aimes des fois. Arrêter de faire ce que t'aimes, mais tu mets aussi le point sur un truc hyper important, c'est que moi, le stand-up, là aussi, où ça m'a sauvé, je pense, c'est que c'est le premier truc de ma vie que je fais pendant longtemps. Et tu l'as dit, quand tu fais un truc pendant longtemps, et je pense que c'est Farid qui avait dit dans le premier épisode du podcast qu'on a fait ensemble qu'on était tristement privilégiés d'avoir trouvé ce truc-là. Tristement dans le sens où tout le monde ne peut pas trouver ça, et c'est ce que j'aimerais que tout le monde trouve. Mais ce truc qui te donne envie de le faire tout le temps et longtemps, quoi. C'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans bientôt que je suis investi dans le stand-up, et j'ai envie de continuer. Et je sens que je progresse, je sens que j'ai envie de faire de nouvelles choses, je sens que ça m'ouvre des nouveaux horizons, et ça me tient au quotidien. Et j'ai l'impression que c'est une chance énorme de trouver un truc que tu as envie de faire pendant longtemps, quoi. Parce qu'il y a des trucs que beaucoup de gens, ils font des trucs et après ils ont envie d'arrêter, ça s'épuise, ou c'est que de l'ordre de la passion, mais tu gagnes pas ta vie avec. Ouais, ouais. Et de trouver un métier passion que tu as envie de faire pendant longtemps, je crois que ça te sauve aussi, quoi. Il y a un Grave. truc. Ouais, j'ai l'impression que. Enfin bref, c'est. Ben oui, oui, puis c'est aussi une malédiction. Un peu. Parce que tu as trouvé ce que t'aimes, et là tu découvres les failles de l'être humain qui, même à l'intérieur de son rêve, peut être extrêmement malheureux. C'est ouf, hein. Et ça, quand tu réalises ça, je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas à quel point tu peux être malheureux à l'intérieur de ton plus grand souhait. Ouais, c'est fou. Puis je pense que de réaliser ça, c'est dur. Et c'est pour ça qu'à la fois, c'est yin-yang. Tu sais, c'est une malédiction et c'est un bonheur. Et à l'intérieur de la malédiction, il y a le bonheur. Et à l'intérieur du bonheur, il y a la malédiction. Et c'est sans fin. Ouais, non, c'est vrai. Ça arrête jamais. Mais par contre, tu as la chance aussi d'avoir trouvé, et c'est le spectacle qui le dit, hein, c'est dans ton lumière que tu le dis, mais d'avoir trouvé une fille avec qui tu partages la vie qui te permet, qui te détecte à chaque fois que tu as le masque. Ça, c'est fort. Dieu, ça, c'est fou. Elle est tellement forte. Ouais, mais c'est fou. Et d'avoir trouvé quelqu'un en plus, parce que pour avoir fait maintenant 68 épisodes de ce podcast avec une 50, 60 personnes différentes, il y a beaucoup d'instabilité sentimentale dans ce milieu. Je le vois, je le sais, parce que j'ai parlé à beaucoup de gens et ils le disent tous. Et toi, tu as cette stabilité-là quand même. Ouais, mais ça m'a pris du temps à la trouver. Ouais, mais c'est cool quand même. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs avant. Mais tu sais, de toute façon, je pense que nos relations sentimentales et amicales sont le reflet de notre écosystème intérieur, l'écosystème psychique. T'aurais pas pu trouver la fille avec qui t'es en ce moment si t'avais le masque. C'est parce que t'as réussi à t'enlever ton masque. C'est parce que je suis ouvert à me faire démasquer que je crois avoir démontré les signes nécessaires à je sais pas comment compléter cette phrase, mais tu sais, j'étais prêt à me laisser démasquer. Et ça, c'est des années à faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas, qui m'ont mené. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile de se faire démasquer, c'est douloureux. C'est vraiment c'est vraiment douloureux. À chaque fois, ça me prend genre 2 jours à m'en remettre. Je fais waouh, je suis encore pas qui je suis. Et là, j'appelle ma copine. Tu sais, je m'excuse, hein, je réalise, là, ça m'a pris 2 jours, mais c'est bon, c'est rentré. C'est bon. Mais elle est tout le temps qui elle est, elle. Je crois que elle a trouvé la formule. Je veux pas dire n'importe quoi, mais puis je veux pas trop parler de son passé parce que je sais pas si elle va être à l'aise, mais je crois que c'est un peu je crois qu'elle a un don en fait avec les gens. Ouais, c'est fort. Je crois vraiment qu'elle a un don avec les gens. Je crois qu'il y a des gens qui sont nés pour regarder les autres pour qui ils sont vraiment et les aimer pour qui ils sont vraiment et pas pour le jeu auquel ils jouent. Et j'en ai croisé 3-4 comme ça dans ma vie, des gens comme ça. C'est vrai que c'est rare. C'est très rare. Et ces gens-là t'aiment pour qui tu es vraiment. C'est débile parce qu'ils t'aiment avant que toi tu t'aimes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est particulier. Ça demande une pureté et une profondeur être au premier degré avec les gens qui est fort, quoi. Ouais. Et une résilience parce que c'est dur de côtoyer constamment des gens et que toi, tu vois avant eux pas ce qu'ils sont fondamentalement, mais au moins un indice de ce qu'ils sont fondamentalement. Et ça demande une patience incroyable. D'attendre que les gens se dévoilent, alors que toi, tu sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu où ils pensent qu'ils sont quelque chose. Mais non, je vois complètement. Ça a l'air compliqué, mais je le vois exactement, c'est vrai. Et ouais, moi, dans mon cas, en tout cas,
crois que c'est la chose la plus cool qui soit arrivée dans ma vie. Ouais. Mais est-ce que, ok, c'est la question que j'allais te poser juste après, mais est-ce que parfois c'est pas, tu te dis pas merde, parce que ça m'arrive de temps en temps de me le dire, j'aurais aimé ne jamais me dire ça à la base, parce qu'en fait je pars du principe qu'à partir du moment où on est dans le processus de, je me rends compte que je suis une autre personne en ce moment, bah t'es tout le temps en train de faire ça et tu pourras plus te mettre allez c'est fini maintenant je me bloque et je suis comme ça, tu vois, t'es obligé maintenant, une fois que t'as lancé en marche le processus de remise en question, tu peux plus l'arrêter quoi, il y a plus ce moment où tu te dis allez je suis, Non. enfin tu peux l'arrêter à partir du moment où t'arrives à la version extrême de ce que t'es, mais je pense que ça prend toute une vie, mais je veux dire il y a des gens aussi qui passent toute leur vie sans se remettre en question du tout Ouais. et qui avancent. Est-ce que parfois tu te dis j'aurais aimé tu vois être Homer Simpson quoi entre guillemets, tu vois ce mec qui bam je suis comme je suis, et tu vois il y a parfois moi en moi ce truc, tu sais, enfin il y a la phrase qui dit enfin je sais plus comment ça se dit, mais j'aimerais parfois être aussi heureux que ma voisine, mais j'ai pas envie d'avoir un tel bonheur, parce que c'est le bonheur de pas savoir qui t'es quoi, le bonheur d'être tel que t'es sans te demander, sans te poser de questions. Alors je pense que c'est impossible quand tu fais du stand-up déjà, parce que tu cherches trop, mais est-ce que parfois tu t'es dit merde j'aurais aimé ne pas chercher et être tel que je suis quoi, parce qu'on a lancé un processus qui est infini et qui va nous amener jusqu'au bout de notre vie quoi, je crois. C'est tellement une bonne question, j'ai aucune idée, je sais pas comment se sent cette voisine. Ouais. Je sais pas si elle est extrêmement douée à ne pas voir la réalité, ou si vraiment elle ne la voit pas, et dans ce cas-ci, pourquoi la forcer à vivre quelque chose qu'elle n'est pas destinée à vivre. Exactement. Moi, j'ai l'impression que ce truc-là, c'est comme... peut-être que la meilleure image ou la meilleure analogie pour ça, c'est un peu comme arracher des dents, tu sais. Comme ça fait tellement mal, c'est pas cool, c'est dégueulasse. Moi, j'essaie d'éviter par tous les moyens d'aller chez le dentiste, mais une fois que tu as commencé, je veux dire, tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu peux pas juste arracher long terme, une de tes dents de sagesse puis abandonner les autres. Arrache-les toutes, tu sais. Puis il y a des gens qui leurs dents de sagesse, ben ça dérange pas. Les dentistes leur disent gardez-les, c'est pas grave. Tu sais, c'est un peu comme ça. Je sais pas. Ça fait mal, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ça prend une semaine s'en remettre, des fois plus que ça. Mais j'ai l'impression que après ça libère de l'espace. Ça libère beaucoup d'espace. Ça libère de l'espace parce que t'en parles aussi, et c'est un truc que j'ai trouvé ça ouf dans ta demi-heure, parce que c'est un mot que moi j'essaie de réhabiliter, et tu parles de gentillesse. Et ça va avec, pour moi, enfin, tu peux, si tu fais ce processus et qu'il y a du vice là-dedans, tu vas vicier le processus, entre guillemets, et je pense que ça va aussi avec la gentillesse. Et pour moi, le mot gentil, c'est un mot gentil et méchant, c'est des mots qui font niais aujourd'hui, je trouve. Alors que moi, je suis pour la réhabilitation de ces mots qui veulent dire des choses, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on a remplacé gentillesse par bienveillance. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de bienveillance si tout le monde est gentil. Donc, il vaut mieux que tout le monde soit gentil plutôt que bienveillant. Et toi, tu dis que t'es un gentil, et ça, tu le dis sur toi-même, quoi. Donc, c'est limite, au début, tu dis, ah bah le mec, il dit de lui-même qu'il est gentil. Tu vois, c'est bizarre, tu vois. Tu dis, bah quand même. Et en fait, je vois exactement ce que tu veux dire, et tu le sors. Mais tu dis que ça vient depuis tout petit, de l'éducation que t'as, mais t'as eu conscience dès le début d'être quelqu'un de gentil, et ce mot gentil te tenait à cœur pour le mettre en... Parce que c'est un mot qu'on retient quand on pense à ton meilleur Netflix, on retient le mot gentil, quoi. C'est vrai que ma mère nous obligeait à être gentils. Ouais, ok, c'est drôle comme phrase. C'était tellement important pour elle qu'on soit gentil, donc... Mais c'était quoi sa définition de la gentillesse à ce moment-là? Parce que, tu vois, ça veut dire quoi, soyez gentil? Ma mère, à un moment, elle a compris que... genre... on était peut-être désavantagés de ne pas être dans notre pays, de pas vivre dans un endroit extraordinaire, d'être dans la modestie, tout ça. Fait que je crois que ma mère, à un moment, dans sa tête, elle s'est dit, mes enfants vont être polis, vont être courtois, ils vont être gentils, parce que sinon la vie va être trop dure pour eux, dans le sens que déjà qu'ils vont avoir des désavantages, je veux que quand les gens ils les rencontrent, ils les trouvent polis, gentils et courtois. Donc nous, on était obligés de faire ça. Et moi, je crois pas que c'est nécessairement bien. Ok. Moi, je pense que c'est cool d'être gentil, mais derrière la gentillesse, quand elle est forcée, il y a toujours un peu de frustration et de haine, parce que les gens sont pas tous gentils. C'est vrai. Et donc, le gentil ou la gentille doit comprendre que c'est une arme, la gentillesse. Et tu dois choisir et décider des moments où tu la sors et tu la montres. Parce que si tu décides d'en faire
un outil de manipulation ou un truc Ouais, c'est vrai. un truc d'identité qui fait que genre ben, par définition on devrait tous t'aimer. Mais là je pense que t'es puis ce que j'aime moi le truc que je préfère dans ce special parce qu'après quand je l'ai revu je l'ai un peu analysé comme Ouais. si genre comme si c'était pas de moi, tu sais. Ouais, ok, je vois Moi tu ce veux que dire. j'aime le plus c'est qu'on le voit mais je le dis à aucun moment que tu sais, on voit que le défi que j'ai malgré le fait que moi, on m'a appris à être gentil, c'est que je suis orgueilleux, en fait. Parce que ma gentillesse me met dans le pétrin. Ouais, Et avec ma femme dans le, c'est avec drôle. ma femme dans le truc du garam masala et tout ça, mais je suis absolument insulté de pas savoir ce que c'est. Et ça, c'est moi aussi. Ouais, Tu ok, comprends? ouais, ouais, Donc, ouais. oui, je suis gentil, mais moi, je sais ce qu'il y a derrière aussi. Je sais que derrière, il y a un gars qui est fragile Ouais, ouais, et que quand sa gentillesse le met dans le pétrin, ça le met en colère. ouais. Et ça, moi, en tout cas, je prends ça très au sérieux parce que je prends ça au sérieux parce que je peux pas espérer que les gens me respectent et m'aiment pour ça. Mais j'adore quand les gens que j'aime m'aiment avec ça. Ouais, ouais, Qui ouais. trouvent ça beau chez moi que Mhm. je sois soit de nature ou par formation Ouais, je vois ce que tu veux dire. gentil. Mais tu penses que c'est un... Parce que je pense que je pense être quelqu'un de gentil aussi. Est-ce que tu penses aussi que c'est un monde... Est-ce qu'on est dans un monde qui est pas paramétré pour les pas gentils? Enfin, c'est dur d'être gentil aujourd'hui, quoi. Moi, je sais que typiquement, à Paris... Et c'est marrant parce que tu parles de Paris, d'ailleurs, dans ton special, donc, du coup, pendant 2 minutes, comme tu dis. Ouais. Mais tu parles un peu de Paris. Et d'ailleurs, toi qui, du coup... Enfin, dis des choses qui te sortent de là et qui, on sent que ça sort de toi et que tu as envie de le dire et que tu joues pas à un jeu. Tu dis par exemple de Paris que sourire c'est quasiment une menace de mort. Ouais. Moi je pensais que les gens qui disaient ça c'était un peu cliché. Moi je vis à Paris et je vois que c'est stressant, je vois tout ça, mais et en fait toi tu l'as vraiment ressenti comme ça. Tu as été agressé par Paris aussi en tant que. Enfin, il y a Ouais, cette agression de Paris. Paris, c'est dur, hein. Tu le ressens. Ouais, Parce que moi en fait comme j'y suis depuis 10 ans, je crois que je m'en rends plus compte. Enfin non, 10 ans, 8 vous, ans. vous rendez compte de rien. Et je suis pas parisien à la base. Hein, non, j'ai- mais je pense que les gens qui vivent à Paris se rendent compte de rien. Parce que parce que vous êtes habitués Ouais, ça fait peur. à tout ça, mais moi, quand je viens ici, ça me prend toujours une semaine. Et là t'es là qu'une semaine donc. Là, je suis là qu'une semaine. Mais ça me prend toujours une semaine avant de m'habituer à la froideur. Mais d'un autre côté, il y a une force que les Parisiens ont et les Français en général. C'est qu'une fois qu'un Parisien t'aime, il t'aime vraiment. Ouais. Tu sais, il t'aime beaucoup. Il y a quelque chose de beaucoup plus familial Ouais, ok. une fois qu'un Parisien t'aime. Mhm. J'ai l'impression, au Québec, on est plus gentil sur le coup, mais sur le long terme, bonne chance bonne chance si tu cherches un frère ou une sœur. La preuve, là, t'arrives à Paris, de l'aéroport, directement ce que tu fais, si tu vas aider quelqu'un à déménager, quoi. Exactement. Exactement, Ouais. c'est ça. Ouais. Parce qu'ici, je pense que justement, vous n'avez pas besoin de la gentillesse de courte durée Ouais, ouais. parce que il semblerait que, Ok. que les liens d'amitié soient quand même assez profonds et bien, en tout cas bien tissés, Ok. plus que chez nous, je pense. Hein. Ok. Je pense que quand je vois 2 amis à Paris, je me dis, ok, eux, c'est sûrement pour la vie. Là. Ah, c'est drôle. Alors que chez nous, je me dis, dans 3 ans, c'est fini ça. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas. Peut-être que j'exagère, puis peut-être que je dis de la merde là en ce moment. Mais, Non, mais oui, mais en tout cas, ok, tu remarques ça. Non, mais parce que ça me fait marrer, parce qu'il y a eu pas mal de. Enfin, il y a Philippe Audrey qui est venu, Virginie Fortin, François Bellefeuille. À chaque fois, je leur pose la question, et du coup, je te la pose à toi aussi, de même Thomas Wiesel, enfin des gens des francophones qui viennent pas de Paris, et beaucoup m'en parlent en mode wow, c'est dur quoi. Et moi, je me rends pas forcément compte, alors que je pense que j'ai ce même esprit d'être assez vite choqué, d'être assez par ces choses-là, mais en fait, ouais, je me rends plus compte, je crois. Je me rends plus compte que c'est dur, quoi. Mais c'est parce que nous, on vit dans un système qui est, je pense, un peu plus axé vers la mentalité entrepreneuriale et capitaliste. Ouais. Alors que Paris, c'est très capitaliste aussi, la France, très capitaliste, mais c'est aussi très... C'est beaucoup d'autres choses. C'est très Ok. culturel, c'est très... Ah oui. Je sais pas, tu sais, il y a d'autres... C'est d'autres- moins pragmatique. C'est moins... Nous, chez nous, c'est très... Ouais, là, Comme c'est ça. nous, ouais. chez nous, c'est impossible que tu rentres dans un commerce et que le serveur te fasse attendre 30 minutes. Puis ici,
si tu te lèves et tu dis ça fait 30 minutes que t'attends, il te fait attendre un autre 30 minutes pour te montrer que c'est lui le chef. Tu sais, ça c'est pas entrepreneurial et capitaliste. Non. Nous, chez nous, tu perds des clients comme ça. On dirait qu'ici, rien à chier. Ouais, c'est ouf, hein. Est-ce que tu vas revenir ou pas? Ça ne me regarde pas. C'est l'intention que tu sens derrière le service. Exactement. Et alors que nous, chez nous, il faut absolument que tu reviennes ici. Donc, je vais te dire bonjour, je vais te dire bonne journée. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je vais venir te voir à chaque 3 minutes à table pour être certain que ton expérience soit optimale, que tu ailles me donner une bonne note sur les reviews de Google. Tu sais, et juste que tout soit... C'est une mentalité de gens qui veulent se lancer en affaires. Mais ça, c'est de la fausse gentillesse, par Ça, contre. c'est de la fausse gentillesse. Mais ça c'est vrai. Ça. Et c'est oppressant, limite, parce que moi, typiquement, autant je pense être gentil et pas forcément parisien dans l'idée, mais moi, quelqu'un qui vient me voir toutes les 3 minutes pour savoir si c'est sûr que ça va me saouler à un moment donné. Ouais. Tu vois, il y a un moment donné, pourquoi tu viens? C'est bon, je mange, tout va bien. Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, c'est ça, chez nous, c'est cette espèce de... Quand les gens disent « Vous êtes tellement plus accueillant et chaleureux j'ai des réserves, parce que j'ai dit « Oui, les premières minutes. » Il y a un juste milieu. Oui, c'est Après... Viens pas me demander un truc dans 2 non, ans. Non, c'est ça. Ouais. Après 3-4 heures, c'est plus Ok, Ouais, c'est plus la même chose. ok, c'est drôle. Je crois que c'est comme ça. Et du coup, là, tu viens à Paris pour... à la base, t'étais venu pour le FUP. Au final, bon, il y a eu des problèmes de programmation apparemment, mais quand tu viens à Paris, c'est pour jouer ou tu viens juste comme ça? Mais là, j'ai presque annulé parce que justement, il y a eu un problème de programmation. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais voir les gars, je vais voir tout le monde, je vais dire bonjour. J'adore venir ici. Je trouve que c'est possiblement la plus belle ville du monde. Ah ouais? T'as ça en tête? Je dis possiblement. C'est parce qu'il y a beaucoup de villes que j'aimerais voir que j'ai pas vues encore. Mais je pense que c'est la plus belle ville au monde pour juste marcher, se promener et errer dans sa tête et dans les rues. Tu sais, je comprends pourquoi les artistes viennent s'installer à Paris depuis toujours. Ok. Je comprends. Tu sens ce truc? Oui, je sens l'aura à 100%. Ok. Il y a ce truc dans cette ville. Je sais pas. Il y a un truc que tu retrouves nulle part ailleurs. Ok. Et ça se passe beaucoup, je trouve, dans la tête et dans les émotions. C'est tellement... Tu sais, en une fraction de seconde, tu vois la plus belle architecture que tu as vue de ta vie. Et genre, au pied de cet édifice, il y a quelqu'un à moitié mort, presque nu, en train de dormir. Tu sais, c'est genre... Les clashs sont tellement forts entre les éléments et... Ouais, c'est tellement, vrai. c'est au niveau sensoriel, c'est une ville... électrochoc. Ouais, Ça. ok. Ça C'est te une fait ville- phaser, toi. Enfin, c'est quelque chose que tu vois, c'est-à-dire que tu analyses, tu peux rester bloqué. Enfin, ça peut te bloquer dans ta tête de voir le plus beau bâtiment du monde et quelqu'un à SDF en dessous, quoi. Il y a une image qui te... Oui. Ok. Ah oui, mais oui. Moi, Parce qu'il y en a qui le voient même plus à force d'être là. Tu vois, moi je m'habituerai jamais, je pense, à voir des gens. Mais je fais plus cette différenciation de ok, il y a une ville magnifique et quelqu'un qui est dans la galère. Moi je suis dans ma ville et je vois des gens qui sont dans la galère. Mais si tu veux, effectivement, je me rends compte de ce que ça peut être pour toi. Mais ça veut dire que par exemple, quelqu'un à moitié nu qui est dans la merde, etc., à New York ou à Montréal, c'est pas le même effet, entre guillemets. Genre, je dis évidemment, mais nous, c'est à horrible Montréal, tout le temps, les mais. sans-abri, ils dorment pas... Je vais pas dire n'importe quoi, mais ils dorment pas par terre, Ok. devant une entrée de métro, au grand jour. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit... Comme... Moi, à Montréal, j'ai développé des relations qu'on peut appeler amicales avec des SDF Ok. qui me reconnaissent, que je discute avec eux, ils me disent ou ils me racontent un peu leur semaine, leur journée. Tu sais, je veux dire, ici, ça fait mal. Ah oui, oui, oui. Mhm. Ici, ça fait mal. Ici, c'est le symbole du progrès intellectuel et c'est aussi le symbole de l'échec social. Ouais, l'échec, c'est marrant. C'est les deux extrêmes, là, tu sais, je veux dire, c'est Ils se ça. rencontrent. Et toi, tu le prends dans la gueule, ça. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est dur. Paris, c'est une ville, tu arrives là, puis tu réalises rapidement que ça doit être exceptionnellement difficile de monter l'échelle sociale ici. Ça l'est. Ouais.
tu te bats contre des générations Ouais. d'aristocrates. Ouais, c'est vrai. Et tu sais, c'est vraiment compliqué. Chez nous, tu peux être extrêmement pauvre et dire dans 10 ans, je suis très riche. Ouais. Puis ici, tu peux pas penser. Ici, c'est comme tu vois la difficulté, la misère, et en même temps, tu vois la beauté et le progrès. C'est vraiment bizarre au niveau, Ouais, c'est fort. Hein, ouais, au c'est niveau vrai. sensoriel, c'est très particulier. Et ça t'inspire? Ben, ça m'inspire. Je trouve que si tu prends un pas de recul puis tu juges pas Paris, tu dis ni elle est bien ou elle est mauvaise. Ouais. C'est juste une expérience intéressante à observer. Ouais. Tu te dis, c'est quand même fascinant à quel point on est complexe, on est une espèce particulière, on est capable de faire à la fois des choses. Je veux dire, Paris, c'est quand même l'exemple que si tu construis un immeuble assez beau, il y a 1 million d'Asiatiques qui Ouais, vont venir. Ouais, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, ça me fascine de voir autant de gens d'Asie ici. Ouais. Mais c'est la beauté qui attire les gens. La beauté C'est la beauté. attire C'est les fou gens. ça. Hein. Ouais. Tu sais, les Asiatiques viennent pas chez nous, à Montréal. Ouais, c'est vrai. Tu sais, C'est vrai. oui, ils viennent, mais pour visiter leur famille. Ils viennent Oui, pas oui, pour c'est la prendre beauté. des photos. Ouais, c'est fou. Oui, hein. ici, On ils s'en rend viennent pas prendre des photos. compte. Des photos de la ville. Oui, c'est parce que c'est tellement... Puis pas juste les Asiatiques, là, je Oui, nomme non, eux, mais- mais pas pour faire un cliché des Asiatiques prennent des photos, mais ce que je veux Non, dire, mais- c'est que le monde entier est attiré par la beauté de cette ville. Et ça, c'est fascinant. Ça veut dire qu'il y a des gens à un moment qui ont fait des choses, qui ont accompli des choses tellement exceptionnelles que Paris fait de l'argent sur des siècles. Sur des siècles. Sur ouais. des siècles. Parce qu'il y a un architecte à un moment qui a eu une bonne idée, puis parce qu'il y a un roi qui a exploité assez de gens pour... Ouais, c'est ça. Et nous, après, on se repose là-dessus et on fait rien derrière, quoi. On attend. Ben, je sais pas si on fait rien derrière, mais comme si j'étais parisien. Je sais pas si vous faites rien derrière, mais en tout cas, c'est une des plus belles villes à observer. C'est une des villes aussi dont tu dis quand même que, et j'ai trouvé ça assez fort que tu le dises aussi dans ton special, mais tu dis à Paris, je suis un arabe de plus. Ouais, C'est quand même fort comme phrase. c'est particulier ça pour moi ici, Ok. parce que depuis que je suis né, je sais qu'être arabe, c'est une difficulté, Ok. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui d'emblée ne les aiment pas. Ouais, ok. Donc Tu le sais dès le début, ça. On t'a enlevé l'innocence dès le début en mode Mais mon très fils, jeune, ça sera comme ça. très jeune, très jeune, une fille m'a dit retourne dans ton pays. Ah, ok. Très très jeune. Ok. Je pense que j'avais 5 ou 6 ans. Ok. Elle me dit retourne dans ton pays. Et moi, à ce moment-là, je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. Donc, je vais voir ma mère. Je dis maman, il y a quelqu'un qui vient dire retourne Tu dans te ton souviens pays. vivement de ce souvenir. bah oui. Ah, c'est fort, ok. Grave. Mm. Je dis à ma mère quelqu'un me dit retourne dans ton pays. Puis ma mère, elle me répond non, tu vas lui dire que t'es Canadien. Puis là, je suis comme je suis pas mal sûr qu'elle va se rendre compte que non. Tu sais, parce que les parents immigrants, ils veulent pas que leurs enfants vivent le déracinement. Et je trouve que c'est horrible. Je trouve qu'ils devraient nous le dire. Ok. T'es pas chez toi et tu seras jamais chez toi. Mais on a décidé d'habiter ici parce qu'on... pour telle raison. Ah, tu crois pas au fait qu'un jour on puisse être où on veut et qu'on soit bien Peut-être un tel jour, qu'on soit- Ouais, pas mais aujourd'hui. je te garantis qu'en ce moment, non. Oui, ok, et je ok. sais qu'à Montréal, pour moi, c'est un peu genre... Montréal, c'est ce qui se rapproche le plus sur Terre d'un endroit où le racisme n'existe pas. Ouais, j'ai l'impression. Sur Terre, je pense que c'est l'endroit où le racisme existe le moins. Parce que quelqu'un qui est raciste à Montréal est vraiment idiot. Parce que ça sert à rien et c'est une nuisance. Bah, c'est le cas on pourrait appliquer ça dans chaque ville du monde, mais vous l'avez tous acquis, quoi, en tout cas. C'est acquis Nous, dans c'est chaque- acquis. Ok. Je pense que tu vas subir un rejet très violent si tu dis quelque chose de raciste Ouais, c'est à bien. Montréal. C'est beau, ok. À l'extérieur de Montréal, c'est une autre histoire. Ok. OK? Montréal, c'est un paradis social, selon moi. Ok. C'est vraiment... pour moi, c'est la métropole sur Terre où il faut vivre. Ah, c'est fort. Paris, c'est la ville où il faut créer et venir s'inspirer et je sais pas, peu importe c'est quoi ton job, mais Montréal, c'est la ville où vivre. Mais du coup, ouais, tu disais que t'étais très tôt, donc on t'a dit ça. Et... Ouais, moi j'ai compris jeune que ça serait
ce serait quelque chose de compliqué. J'ai oublié pourquoi. À Paris, et du coup, à Paris. Ah oui, quand je dis je suis un arabe, c'est qu'ici, c'est particulier pour moi parce que il y a beaucoup plus d'arabes, donc je me sens moins seul. Ok. Parce que moi, j'ai toujours été à l'école, tu sais, j'allais, je sais pas comment vous dites ici, mais nous, le secondaire, c'est entre 12 et 17 ans. Ok, nous, il y a collège et lycée, quoi. Mais Ok, ouais, c'est collège et lycée. Donc, collège et lycée, j'allais dans une école avec beaucoup d'immigrants et beaucoup de Québécois de souche. Donc, pour moi, c'était ça ma réalité. C'était genre, tout le monde vient de partout, puis c'est normal. Et quand je suis arrivé après, nous, on appelle ça le cégep, je sais pas, vous, c'est après l'université. Ouais. l'université, si on veut. J'étais en cinéma et j'étais le seul immigrant de mon programme. Mhm. Et là, j'ai eu un choc. Ok. Là, j'ai vraiment fait genre, waouh. Ok, dès le premier jour, tu scannes la salle et Là, je scanne et t'as un je vertige, suis quoi. seul et finalement, je suis seul qui vient de mon quartier. Je suis le seul qui vient de cette mentalité-là. Je suis le seul qui vient d'ailleurs, en fait. Et là, ça me plonge dans une espèce de dépression. Ok. Ouais, de genre, t'as plus de repères. T'as plus rien. Donc, je me suis souvent senti... Finalement, moi, je me suis lié d'amitié à des gens qui étaient extrêmement ouverts d'esprit, Ouais. qui étaient souvent des punks, des hippies, des gars avec des gros dreads, des gens qui veulent faire le tour du monde. Tu sais, c'est cette espèce de cliché. Ça, c'est mes meilleurs amis parce que c'est avec eux que je me sentais non racisé, si on veut. Ah, parce que parfois, tu le sens, parfois. Ben oui, parce que Ok, mais je savais pas ça. Je sais pas, peut-être. Puis quand je viens à Paris, on dirait que là, je me sens moins seul parce que je vois qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Noirs. Moi, je me suis toujours senti autant proche des Arabes que des Noirs depuis que je suis petit. Mais d'un autre côté, je sens que ici, il y a peut-être du travail à faire par rapport à Montréal. Oui, t'as pas besoin de. Enfin, j'essaie de rester poli là. Bien sûr, je le comprends, mais du coup, je peux moi intervenir pour le dire, mais il y a une partie très très progressiste et qui va très bien en France. Et tu la sens. Tu sens ce truc-là. Bien sûr. Et c'est magnifique. Mais il y a une partie. Effectivement, mais qui est hérité à mon avis que de ce que tu dis, de l'histoire très ancienne, etc. Et des gens qui se sentent garants à tort, hein, parce qu'ils sont garants de rien du tout, à part du fait, surtout qu'on n'a pas eu de guerre depuis 5 générations, donc ils ont rien à foutre là plus qu'un autre, mais ils se sentent garants d'une espèce de quelque chose juste via leur couleur de peau. Et on a un pays on a une partie raciste en France, quoi. Hein, mais tu sais, je les comprends parce que moi j'ai finalement trouvé une image qui m'aide à le comprendre, le sentiment que je vis. C'est que quand t'es un immigrant, t'as l'impression que t'es l'enfant adopté. Ok. T'as l'impression que le papa et la maman ont dit on a assez de place dans la maison, on a assez de... Il y a des gens qui en ont besoin, on peut accueillir un nouveau frère dans cette famille, et là, dès que les parents ont le dos tourné, t'as un des frères ou une des sœurs qui est comme « c'est pas tes vrais parents ». Tu sais, retourne chez toi. Mais donc tu sais que tu as le droit d'être là, tu sais que il y a quelque chose de bienveillant qui fait que l'immigration existe, que l'adoption existe, mais tu sais aussi qu'un de tes frères, et c'est très important de dire frère, parce que la personne qui veut que je m'en aille, c'est aussi mon frère, et c'est ça qui est particulier. C'est que... Ah, mais ça c'est fort de ta part, enfin, ça, mais de c'est dire ça. C'est mon frère. Je le sais que c'est mon frère, mais il veut que je m'en aille parce qu'il veut pas que je sois son frère. Et moi, j'ai ce truc à l'intérieur où je me dis, je rêve que tu sois mon frère. Je rêve que tu m'aimes comme un frère. Mais des fois, quand tu attends l'amour des gens, ça vient jamais. Donc, la meilleure façon de l'avoir, c'est de passer à autre chose. Ouais, de se protéger en... ou de juste se dire comme... C'est ça, ils pensent que... Et du coup, le fait de, par exemple, potentiellement vouloir faire rire, ça vient peut-être de cette volonté de le rire, c'est pas faux, c'est pas fake, tu peux pas faker un rire. Et du coup, bah, t'as une réponse des gens qui est très honnête et ça te fait du bien, je pense aussi vis-à-vis de tout ça. C'est sûr que ça m'aide à gérer toute la honte qui vient avec le fait de réaliser jeune que j'ai pas de pays. Moi, quand je suis allé au Maroc la première fois, parce que je suis moitié marocain, moitié irakien, j'ai jamais été en Irak, évidemment, parce que Saddam Hussein voulait tuer mon père. Mais je suis blacklisté en Irak. Ouais. Mais quand je suis allé au Maroc la première fois, je parlais arabe, je parlais marocain un peu et tout, mais pas super bien. Et puis tout le monde riait de moi. Puis là, j'étais tellement en colère parce que moi, je pensais... Moi, le Maroc, dans ma tête, c'était...
c'était mon premier voyage à vie, puis je me disais, enfin, là-bas, je vais me sentir chez moi. Mais pas du tout. Encore moins qu'au Québec. Ouais. Et là, j'étais tellement en colère contre ma mère. C'est drôle, j'avais genre 7 ans et j'étais en crise identitaire et j'expliquais à ma mère à travers genre un argumentaire assez soutenu que c'était horrible de nous avoir installés au Canada parce qu'à la base, si j'étais resté au Maroc, au moins j'aurais eu une sensation d'appartenir à quelque chose, alors que maintenant, moi, je pense accepter à 100% que je suis un apatride, je n'ai pas de pays et j'en aurai jamais. Il y a le stand-up, c'est un débat hyper profond, et là je suis en train de dire un truc un peu cliché, mais le stand-up, je trouve que c'est quand même un truc qui te sent... Tu vois, par exemple, on parlait de déménagement tout à l'heure, du coup, t'es arrivé, en fait, il y avait une pote stand-upeuse qui déménageait, et moi, j'ai été hyper heureux de voir ça lundi, parce que t'arrives de l'aéroport, et c'est Jason qui vient te chercher, et vous êtes arrivé directement sur le lieu du déménagement, de voir qu'il y a une espèce de solidarité quand même de stand-uppers, c'est-à-dire qu'on était 7-8 à venir sans se concerter, juste pour venir aider au premier degré, et sans attendre rien en retour, etc. Et j'ai l'impression que quand même le stand-up et les comédiens entre eux se retrouvent, et peut-être que grâce au stand-up t'as aussi trouvé comme une forme d'appartenance et une sorte de famille aussi, quoi. Il y a un truc de se comprendre immédiatement, d'être facilement à l'aise les uns avec les autres. On s'est jamais trop parlé et là on parle une heure, enfin tu vois, genre il y a un truc un peu qui se passe aussi, j'ai l'impression. Absolument. Ça aide un peu peut-être. Et je te dirais même que moi quand je suis à Montréal, ben là j'habite plus à Montréal, j'habite à l'extérieur, mais tu t'es embourgeoisé? Non, mais en fait, non, je suis allé dans la forêt. Mais... Ah oui, ok. Je voulais la paix. La paix, ouais, je suis en train d'en rêver de cette paix, mais tu l'as fait, ok, on en parlera juste après. Je voulais la paix et donc je passe beaucoup de temps seul parce que j'aime écrire seul, j'aime bien écrire dans les cafés, mais je préfère écrire seul ou me donner le temps de créer, mais quand je vais au bordel pour jouer, c'est mes moments préférés de la semaine parce que oui, je fais de la scène, et je développe du matériel, mais je socialise avec les gens avec qui j'ai le plus de facilité à socialiser. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des humoristes. Et c'est pas toujours des amis, des fois c'est juste des humoristes. Et on est tous assis dans le green room, puis on parle. Et pour moi, même genre, tu sais, comme je le dis souvent à ma femme, je dis, je suis content, tu sais, ce soir, j'ai pas de matériel à le tester, mais je suis content parce que je vais discuter avec des gens, puis je trouve ça très important de s'encourager à aller parler, surtout avec les gens avec qui on partage des similitudes au niveau cérébral. Bah bien sûr, non mais c'est vrai ce que tu dis, parce que il y a une vraie connexion qui se fait, ouais. Et du coup ça doit aider peut-être, mais en tout cas du coup t'as choisi la forêt là. Ouais. Non mais c'est pas rien non plus. Tu t'es rapproché des vaches? Il y a des chevaux là où j'avais. Ok, des chevaux. Ok. Nouvelle expérience. Ouais, non, je vais peut-être accoucher, je sais pas, une cheval. Un petit poulain. Ouais. Mais du coup t'as choisi le calme. Ouais, parce que là ça fait, j'habitais en ville depuis 7-8 ans, je crois avoir fait le tour de... Faut une sagesse pour aller s'éloigner, non? T'as pas des sentiments parfois de « oh, je suis... » Enfin, moi j'ai grandi dans un tout petit village et je sais ce que c'est que d'avoir pas grand monde autour de chez soi, etc. Mais là maintenant je suis à Paris et faire le chemin retour me fait peur, quoi. Et parfois je l'imagine, ce fantasme de me dire « allez, je vais aller dans un petit village et puis je reviendrai à Paris pour jouer et ça ira. » Mais parfois j'ai peur aussi d'être dans un petit village et okay. C'est quoi qu'est-ce qui te fait peur? Le vertige de... Tu vois, le fait... De la solitude? Ouais, de la solitude. La solitude encore, ça peut se gérer, mais le fait d'avoir personne autour de soi et en fait, je sais pas trop comment expliquer. Je crois que c'est Jim Jeffries qui a une blague comme ça de dire qu'en fait dans une grande ville, bah tu peux croiser des gens qui ont tué des violeurs, des machins toute la journée parce qu'il y a trop de monde et que tout le monde se croise, etc. Mais il y a un côté rassurant d'être au milieu de ces gens-là parce qu'il y a plein de monde et que ça t'empêche d'être seul dans ton cerveau, entre guillemets. On fait peut-être une boucle là, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vis seul dans la forêt comme toi en ce moment, le masque, il est dur à mettre. Tu vois, tu m'as vu en première partie de Pana, je crois. Mais cette blague où je dis que quand t'es dans le miroir et que tu dis ça va, et que bah, à ce moment-là, quand tu vis seul, il y a personne à qui mentir. Tu vois, attends, mais en fait, je dis ça va, mais en fait, tout va bien, et tu peux le dire à personne. Donc tu dois assumer le fait d'être seul et le fait de ok, je suis dans mes pensées, je suis tout seul. Je peux pas appeler un pote, je peux pas descendre en bas dans le café, je suis là, quoi, face à mes pensées. Ben, moi, j'ai le meilleur conseil au monde pour quiconque veut habiter en forêt. Je suis chaud. D'abord, adopter un chien. Ah, putain, ouais. Parce que là, t'es jamais seul et tu peux pas mentir. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Parce que tu peux pas mentir à un chien. Non. Parce qu'il en a rien à chier. C'est vrai. Il t'aime peu importe ce que tu vas faire et là, la responsabilité te revient à 100% d'agir de manière honnête avec le chien. Mais moi, j'ai un chien et je crois que c'est une des choses qui est le
plus changé ma vie. Ah, ok. Ouais, vraiment. Ta Donc, copine sera contente d'apprendre ça. mais ma copine, j'ai une blague sur scène que je suis en train de tester en ce moment où je dis genre si mon chien et ma copine sont sur le bord d'une falaise et je peux sauver juste un des deux, je sauve mon chien parce que si je sauve ma copine et mon chien meurt, elle va me tuer. Parce qu'elle aime tellement elle aime tellement notre chien. Ah, c'est tellement drôle. Alors je pense que c'est pour ça que les deux on s'aime, c'est parce que la chose qu'on aime le plus au monde, c'est notre chien. Ok, c'est drôle. Mais c'est aussi une excellente pratique pour avoir des enfants. C'est quoi le nom du chien? De mon chien, c'est Zata. Zata, ok. Ouais, c'est une excellente pratique pour avoir des enfants parce que c'est quand même des micro-responsabilités. Bien sûr. C'est plusieurs micro-responsabilités qui te donnent un aperçu de c'est quoi pas penser qu'à soi. Alors, je suis complètement d'accord, mais moi j'avais écrit un truc sur le fait que j'adorerais avoir un chien. Je l'ai testé une ou deux fois, mais ça prenait pas et je vais peut-être le ressortir un jour. Mais j'adorerais avoir un chien, mais en fait, ou un animal de compagnie, mais je crois que ce serait un chien. Mais je supporte pas l'idée d'adopter un être vivant qui est destiné à rester chez moi toute sa vie et mourir chez moi, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que j'aime ce côté, par exemple, d'avoir un enfant, j'aime cette idée de le former pour qu'ensuite il quitte la maison et qu'il aille faire sa vie, quoi. Ah ouais. Mais le fait de devoir, tu vois, si c'est ce que alors la blague c'était si le but c'était d'élever le chien pour 3-4 ans plus tard et il aille vivre sa vie de chien et qu'il revienne me voir de temps en temps pour me présenter sa nouvelle copine et tout comme ça, je serais chaud. Mais le fait de garder un animal vivant jusqu'à sa mort chez moi, il y a un truc qui est bloqué dans mon cerveau vis-à-vis de ce processus, quoi. Intéressant. Moi je pense que le chien c'est un animal. Ma théorie sur les chiens est vraiment, je veux dire, beaucoup de gens vont rire de moi. Vas-y. Non, mais je pense que c'est un animal qui est, je vais pas dire mystique, mais en tout cas, il y a quelque chose les chats et les chiens, mais pour moi, les chats, c'est pour des raisons, c'est autre chose. Ouais. Le chien, à mon avis, c'est Il est amoureux de l'homme, quoi. C'est fou, hein. Ben, il est en ta présence et tu apprends qui tu es à travers les responsabilités et à travers cette espèce de loyauté, cette espèce d'amitié. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de savoir c'est quoi la loyauté. Pas parce qu'un homme ou une femme me l'a appris. Me l'a apprise. La loyauté, oui. En tout cas, bref. Mais parce que je l'observe chez les chiens. Je vois ce que c'est. J'ai tellement appris à propos de moi. J'ai l'impression que les chiens permettent à l'homme de mieux se comprendre. Ouais, je vois, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Puis, je sais pas, en tout cas, j'ose pas encore aller au fond de ma pensée par rapport à ce sujet-là, parce que j'ai pas envie de je suis pas prêt à débattre avec qui que ce soit de ce que je pense des chiens. Mais j'ai vraiment l'impression que... Moi, depuis que je suis petit, je voulais un chien. Okay. T'sais, depuis l'âge de genre 3 ans, puis mes parents ils m'ont toujours dit non. Parce que chez nous, les Arabes, les chiens, c'est comme des écureuils, genre, ça reste dehors. Pourquoi tu rentrerais ça chez toi? Et... c'est une super blague, putain. Et moi, toute ma vie, j'ai obsédé là-dessus. Je voulais un chien, et à un certain moment, je me suis procuré un chien. Et genre, ma vie a changé complètement. Ouais, c'est fort. Ouais. Ok. Vraiment. Et donc, j'ai pas peur d'habiter en forêt parce que j'ai mon chien avec moi, on fait des marches, je sais pas, il te suit partout dans la maison, évidemment. Fait que là, à chaque fois que tu as un petit moment de solitude, tu te tournes puis tu fais « Ah, ok, non, il est là. Oh, tout va bien. Ouais, c'est fort. Quelqu'un m'aime. » Peu importe ce qui arrive. Tu l'as vu le beat de Norm Macdonald sur les chiens? Non, j'ai pas vu. Ouais, c'est fort. En gros, il dit, le chien, il te regarde, I love you, et puis à un moment donné, toi, t'es content, à un moment donné, tu le jettes, tu dis, allez, maintenant, laisse-moi tranquille, et le chien, il se met dans un coin de la pièce et il te regarde en mode, c'est vrai, c'est de ma faute, je suis allé trop loin, si tu veux, je reste là, je parle plus, et dès que tu me fais un regard positif, je reviens vers toi et je continue à t'aimer, C'est ça, ils pardonnent, ils sont tellement résilients. Tu sais, je veux dire, t'observes des trucs chez les chiens, genre, moi, quand j'amène mon chien au parc à chiens, nous, on a des parcs à chiens au Québec. C'est des parcs pour les chiens, dans le fond, pour qu'ils puissent jouer et chier en paix. Et là, tu vois les chiens, ils jouent et tout, ok, tout va bien. Et il y a un chien à 3 pattes. Et le chien à 3 pattes, il n'est pas fâché, il n'est pas amer, il n'est pas violent, il joue
comme les autres. C'est quand même incroyable, la résilience C'est vrai. d'un chien, parce que moi, tu m'enlèves une patte et je suis genre, je veux pas aller au parc. Ouais. Je veux pas jouer avec les autres. Tu sais, tu sais, comme, tu t'observes des trucs chez eux, tu te dis, c'est fou, la capacité de juste se reconnecter à leur mission principale, qui est de jouer et aimer un être humain. C'est vrai. Ça, c'est les 2 trucs qu'un chien fait. Il joue, il surmonte des défis, il aime un être humain. C'est 3 choses. Fait que, je sais pas. Peut-être que je vais trop loin avec ça. Non, mais, non, mais je pas les, du tout. mais je les aime beaucoup et C'est hyper c'est intéressant. mon conseil. Si jamais un jour tu vas en forêt, Je prends le conseil. tu prends le conseil. tu prends un chien. Il y a 2 choses encore dont j'aimerais parler avec toi. C'est le truc, c'est sur ta dernière blague de ton special, où tu, en fait, Norm Macdonald, que moi c'est un de mes stand-uppers préférés, en tout cas c'est peut-être mon stand-upper préféré, mais non, ça l'est en fait. Mais en gros, il parle souvent de ce qu'est la vanne parfaite pour lui, et il dit la vanne parfaite, c'est le setup est identique à la punchline. C'est-à-dire que, et lui, sa blague principale, c'était Julia Roberts et je sais plus qui c'était son copain de l'époque étaient mariés et ont rompu. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était Julia Roberts et ce mec-là. Et du coup, le setup et la punchline sont les mêmes. Et toi, t'as cet exemple de blague où tu dis une phrase par ta copine qui est le setup, et après tu le dis d'une façon différente qui forme la blague. Et est-ce que tu l'as écrite cette blague en se disant que tu voulais une blague de cette structure-là, ou est-ce qu'elle t'est venue comme ça ? Enfin, comment t'es venue cette blague que je trouve incroyable ? Enfin, c'est la blague qui conclut le truc, donc je veux pas la dire parce que je veux que les gens regardent ton special, Adil Belkaïdé sur Netflix, mais cette blague, comment tu l'as écrite, ce truc de avoir le setup, c'est une phrase que tu dis comme ça, et tu te dis, vous allez voir, je l'ai dit comme ça, vous pensez que c'était un peu rigolo, mais en fait je vais finir mon special sur la même phrase et ça va lui donner un sens tellement drôle que vous allez finir en mourant de rire, quoi. Comment t'en es arrivé à cette blague ? Moi, je dois être honnête, j'ai pas... ça fait très longtemps que j'ai pas écrit, donc je sais pas comment je trouve les idées. Moi, j'écris je prends des notes, comme par exemple, sûrement que ce bit-là, sûrement que à un moment, j'ai juste réalisé que en fait, ma copine était toujours très contente de m'encourager. Pour elle, c'était très important que j'aille voir mes amis. Et puis, parce qu'elle a toujours encouragé justement que j'aie une vie sociale. Et moi, je trouvais ça genre drôle en comparaison avec mon ex qui était extrêmement possessive et toujours très fâchée quand je sortais. Et de réaliser que j'étais complètement traumatisé par la relation précédente. Je croyais pas que ma copine pouvait être vraiment gentille. Okay. Je doutais d'elle. Ouais. Donc, je me trouvais ridicule à cause d'un traumatisme de pas être capable d'accepter la bienveillance de quelqu'un. Et dans ma tête, en blague, je m'étais sûrement dit, genre, c'est sûr qu'elle a juste envie de chier. Ouais, Vu que je m'en... Et t'as créé cette blague. Dire à tout le monde la blague, mais faut l'avoir. je pense que ce genre de joke, j'ai dû la faire au moins 20 fois au départ dans un silence absolu, dans le sens que les gens riaient pas parce que c'est moi, surtout quand ça vient de mon intimité, au départ c'est toujours très maladroit parce que j'assume pas de dire à quel point j'aime. Farid et Jason m'ont parlé du fait que c'est toi qui leur a fait se rendre compte de l'importance de bider pour être bon. Mais en tout cas, moi, je bide énormément avant de trouver. C'est fort ça, parce qu'on s'imagine pas quand on te voit sur scène, et moi comme je t'ai vu sur scène, que ce soit sur Netflix ou quand tu passes sur les plateaux et que t'es à Paris, je t'imagine pas bider, quoi. Non, mais c'est très humiliant en fait. Oui. C'est dur, Mais il y a ce côté de tu peux pas devenir un bon stand-upper si tu bides pas, j'ai l'impression. Non. Puis moi, j'ai accepté ça. Moi, je pense que c'est à cause de mon père. Parce que quand on était bébé, quand on tombait, il disait bravo. Ok. Je suis persuadé que ça a mis quelque chose dans mon cerveau qui fait que quand je tombe, je me sens encouragé et félicité. À chaque fois qu'on tombait, il y a des vidéos. Je tombe et il fait bravo. C'est marrant. Et là, tu fais bon, ben, je vais et retomber. C'était voulu de sa part, c'était un bravo conscient pour lui dire. Mon père, il était obsédé par la psychologie de l'enfance, puis lui, il avait lu sûrement quelque part que c'est bien. Il fallait pas traumatiser l'enfant avec la chute. Ok, c'est bien. Puis il fallait que l'enfant comprenne que quand on tombe, ben, c'est cool parce qu'on se relève. Ouais, ok. Fait que là, moi, quand je teste des jokes, je trouve ça humiliant parce que le regard de l'autre pèse très très lourd sur ma conscience. À ce jour encore, même si je travaille là-dessus, de voir tous les humoristes me regarder
et voir que je suis pas bon. J'aurais pas le saut, l'espèce de validation de « Oh, il est bon », ça fait mal. Ouais. Mais en même temps, je sais que la seule manière de trouver la vraie chute, le vrai truc, c'est de bider 4-5 fois, d'avoir mal 4-5 fois, puis après, pendant 1 an, je vais profiter de ce beat-là comme avec beaucoup de bonheur et je vais faire rire beaucoup de gens avec. Donc j'accepte Puis depuis le début, depuis le jour 1 de ma carrière, c'est ce que j'avais demandé. j'ai toujours, comme, je suis en train d'écrire mon 3e spectacle, mais je compte pas le Netflix là-dedans. Pour moi, c'est pas un spectacle, c'est un 30 minutes. Donc, tu sais, là, j'ai toujours beaucoup plus apprécié le processus que le résultat. Ok. Une fois que j'atteins le résultat, on dirait que j'ai envie de me tirer une balle parce que j'ai plus de plaisir dans répéter la même chose. Pourtant, le stand-up, c'est beaucoup de répétitions quand même. Je sais, c'est ça qui est dur. Mais j'ai tellement de plaisir à genre créer l'heure et demie, 1 heure. Créer 1 heure. Pour moi, un vrai spectacle, c'est 1 heure. Ouais, je suis À d'accord. plus qu'1 heure, après, je trouve que c'est dur pour et l'humoriste et le public. Même si le public a l'impression qu'il veut rester plus longtemps, il se rend pas compte qu'après 1 heure, tout est moins bon. On en a parlé avec Farid dans C'est l'épisode vrai? d'avant, que je lui ai dit il fait 1h45 ton spectacle, Ouais. et je lui ai dit j'ai l'impression que ton but c'était de fatiguer le public pendant au bout d'1 heure et demie, de les fatiguer un peu pour leur dire je vais vous rebuter pendant 1h45, mais je lui ai dit que je trouvais ça un peu long, moi, 1h45. Moi, je comprends pourquoi on est obligé de le faire des fois. Ouais, Parce ouais. que les gens, ils payent pour nous Non, voir. mais Farid, et- il le fait lui par plaisir, il a envie d'être là Ah 1h45, ouais. je pense, hein, genre je pense que c'est lui, hein, Non, d'être moi- là 1h45, il Non, aime moi, ça. après 1h15 Ouais, je comprends. max. Mais je comprends Gros les deux. max. Ouais, ouais. Bah, parce qu'après, je considère que j'ai été au bout d'une idée. Ok, Tu sais, j'ai plus rien à dire. t'es lessivé. Ok. Après, c'est autre chose. Après 1h15, c'est autre chose. Je parle et j'accepte que je suis devant vous et je continue à vous parler. Et là, il y a Farid qui Et apparaît moi- là. Et moi, je suis pas capable de. Moi, dès que je mets un pied sur scène, j'ai un petit monstre à l'intérieur de moi qui commence à chuchoter. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, t'es pourri, les gens te détestent. Et au bout d'1 heure, c'est genre dégage. T'es encore là? Mais t'es con ou quoi? Je t'ai dit de t'en aller Mais dès la les première gens ont minute. une vie. Et genre, ce démon-là, au début, je suis capable de. La première heure, je suis capable de le taire, mais après, je Ouais. sens vraiment que je dérange. Et je trouve que c'est peut-être mieux comme ça. Ah non, mais oui, sûrement. Mais en tout cas, le fait d'accepter de bider depuis la première. Parce que par exemple, tu vois, là, tu m'as vu en première partie de Pana, l'histoire que je raconte à la fin quand je suis jeune et que je raconte une mauvaise blague au mauvais moment et tout, ça fait que 4-5 fois que je la testais. Et c'est la première fois de ma vie, et ça fait 3 ans que j'en fais bientôt, que je me jette un peu à l'eau dans une blague un peu longue où je sais pas où ça va, où je suis pas sûr de la chute, ou je sais pas. Et c'est la première fois, au bout de 3 ans, que j'accepte d'être en difficulté sur une blague où il y a potentiellement rien pour l'instant. Mais il m'a fallu 3 ans pour accepter de faire ça, quoi. Et toi, dès le jour 1, t'as accepté de dire c'est pas grave, j'avance et au pire je bide, quoi. J'ai un truc, j'ai un mini truc pour ces choses-là, genre, je prends très, très, très au sérieux les gens que j'admire. Genre, j'ai sûrement entendu un humoriste que j'aime beaucoup dire ça quelque part, Bien sûr, que je c'était comprends. très important de faire ça. Et j'ai vraiment pris ça au sérieux. Je l'ai appliqué dès le départ. J'ai fait ça avec des trucs de ma vie personnelle aussi. Tu sais, quand quelqu'un meurt, ouvrez-vous à lui, parlez-lui, posez-lui des questions. Je prends ça très au sérieux, je le fais. Il y a des trucs comme ça sur lesquels j'essaie pas de contourner ou quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que les gens qui répètent ces choses-là transmettent une information importante. Donc, je le prends au sérieux. Mais d'un autre côté, je pense qu'au Québec, c'est plus facile pour nous parce qu'au Québec, on juge moins. On juge, mais pas autant qu'ici. Au Québec, c'est fou à quel point tu vas tester du matériel, tu vas sortir de scène et même quelqu'un qui c'est pas ton ami, il t'aime pas particulièrement, il va venir te parler du potentiel du matériel. Ouais, c'est cool. Il va dire ça c'est tellement une bonne piste, puis là il va te donner 3-4 idées et c'est quelqu'un à qui tu parles 3 fois par année. Ah, c'est cool. Mais Ok, ouais, mais genre, mais c'est nous, différent. chez nous, on encourage beaucoup le potentiel de quelque chose, le potentiel d'une idée, le potentiel d'un show. On se fie pas beaucoup aux résultats, on en a rien à chier en fait. Je pense.
Moi, je pense que chez nous, il y a des humoristes qui sont très drôles, tout va très bien pour eux, leur carrière, mais on s'en fout un peu parce que le processus derrière est pas intéressant. Ouais. Puis, puis je trouve la communauté d'humoristes au Québec est vraiment axée sur le processus en majorité. Et à mon avis, quand je viens à Paris, je réalise pourquoi c'est un peu plus complexe ici de tester du matériel, y compris pour moi qui suis habitué de le faire au Québec. C'est parce que tu sens le regard de l'autre qui Putain. pèse lourd. Ben, parce que j'en parle, moi typiquement, c'est ce que je disais à Paul de Chavannes dans le dernier podcast, parce qu'il le comprenait pas forcément, enfin il le comprenait, mais moi par exemple, au Paname, quand je teste un nouveau truc, la grande bâche rouge Ouais. qui sépare les humoristes de moi, Ouais. elle me pèse, Ouais. je vois les gens derrière et Ouais. potentiellement écouter le silence, et ça me pèse, et ça c'est pour ça que je teste beaucoup mieux en première partie, où il y a souvent qu'une seule personne, c'est la Pana en l'occurrence, ou Verino, ou les gens comme ça, qui sont derrière, il y a qu'une seule personne et je la connais bien, plutôt que quand il y a 12 personnes derrière, ça m'inhibe énormément moi pour tester, Mais je le sens. je te comprends à 100% parce qu'après, on veut tous, malheureusement, on veut tous se sentir bon aux yeux de nos collègues, de Ouais. nos pairs. Bien sûr. Et je pense qu'ici, la culture du potentiel et du processus est pas encore... Ouais. je crois qu'elle est présente, mais je crois pas que c'est la norme. Et comme vous êtes beaucoup plus que nous, Ouais. tu sais, vous êtes beaucoup plus d'humoristes que nous. Nous, je veux dire, ici, il doit y avoir quoi, 300 humoristes? Ouais, c'est énorme. C'est beaucoup, là. Nous, je pense qu'au total, des working comics, on est genre 75 peut-être. Je sais pas, tu sais. Genre... Working, enfin, dans la notion de working, je pense qu'on est un peu moins, mais bon, ouais, je vois. Mais en tout cas, qui côtoie, mettons, le Bien bordel. sûr, bien sûr. On est un cercle de peut-être 60 humoristes, Ouais. 50 peut-être que j'exagère. Mais Au Paname, je crois qu'avec Karim, on avait compté, ouais, c'est 120, 130, enfin... 120, c'est ça. En fait, il y a le double. Ouais. Donc en tout cas, moi, je pense que le jour où ici, ça va être la norme, d'encourager le potentiel d'un bit ou d'un humoriste et non pas son résultat, ça va être plus plaisant pour tout le monde de travailler. C'est possible. Ouais. Tu parlais du coup de tes humoristes préférés que tu prenais très au sérieux, ce qu'ils disaient, dont le fait de devoir bider. Ça m'intéresse juste là très rapidement à la volée, mais de me citer quelques-uns de tes humoristes préférés, ça m'intéresse de savoir. Dave Chappelle, c'est mon... Ouais. je crois que c'est mon numéro 1. Ok. C'est comme mon... Je l'aime. C'est vraiment horrible ce que je vais dire. Attends. Je vais le dire, je m'en fous. Je l'aime comme le père que j'ai jamais eu, mais j'ai eu un père. Et j'aime mon père, mais je l'aime comme mon père de stand-up. Ouais, je comprends. C'est mon père de Je stand-up. comprends. C'est mon papa. Quand il est revenu, j'avais l'impression que mon père revenait. Et je pleure quand je regarde je sons. comprends. Moi, ces shows me font rire et pleurer. À la fin, je pleure. Et j'ai toujours été extrêmement touché par l'histoire des Noirs. Je me sens depuis je sais pas moi, depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours eu des amis noirs. Mon meilleur ami à ce jour est noir. J'ai été élevé par la culture noire. Fait que moi, quand j'entends Dave Chappelle, je pleure toute la responsabilité et le devoir d'artiste qu'il y a derrière son œuvre. C'est ça qui vient me chercher. Donc, au-delà du stand-upper exceptionnel qu'il est, je pense que c'est ce gars-là, quand il va mourir, il va être aussi grand que les grands. Que Prieur, ouais. Donc, j'aime beaucoup Louis C.K. Bah oui, forcément. J'aime beaucoup... je pense qu'une des humoristes qui a le plus changé ma façon de voir ce métier, c'est Maria Bamford. Ok, ouais. Virginie Fortin m'en avait beaucoup parlé, ouais. Ouais, ok. Je l'ai vu une fois live. Je pense pas que les gens peuvent apprécier pleinement Maria Bamford en vidéo. Je pense qu'ils doivent la voir live, parce que live, c'est particulier. C'est vraiment genre... C'est ce qui se rapproche le plus de la schizophrénie. Ok. Et sinon, ouais.
Il y en a d'autres. Oui, non, mais voilà, Il y en mais a en tout vraiment cas, d'autres, mais là, j'appelle si J'y vais avec les Américains. J'y vais avec les Américains Ouais, parce non. que c'est plus simple comme ça. Ouais, je comprends. Bah, moi, il y a On fait un moins de Canadien au haut de compétition. l'affiche quand même pour moi, mais bon, c'est Norm Macdonald qui est là, mais bon, c'est perso. Et du coup, avant de finir, mais il y a un truc qui m'a marqué, et du coup, tu parlais du père que t'as jamais eu avec Dave Chappelle, on va refaire un hommage à ton père, mais parce que dans ton spécial, et ça, c'est un truc qui m'intéresse juste, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais c'est pour finir l'épisode, mais et parce que mon père faisait la même chose, et apparemment ton père te disait à chaque fois, dès que t'as un problème, revenir aux maths, Ouais. revenir aux mathématiques et te poser le problème. Moi, il me donnait tout le temps un papier, un crayon et te poser le problème sur la feuille. Et tu parles 2 fois ça revient 2 fois le mot mathématiques dans ton Je suis content que tu aies remarqué ça. Bah non, mais en vrai, d'où ça vient? C'est quoi ce truc avec les maths? Pour mon père, ça faisait partie de son vocabulaire. La logique. La logique, c'est quelque chose qui revenait constamment. Puis souvent, quand je disais ou je faisais quelque chose, je disais, c'est pas logique. C'est pas assez logique. Tu devrais retourner dans ton coin, réfléchir à ça, essayer de mieux l'analyser, revenir me voir parce que là, avoir la bonne réponse. Ouais, mathématiquement, ça fonctionne pas. Puis Ouais. depuis que je suis tout petit, moi, depuis que j'ai genre 4 ou 5 ans, qu'on me parle comme ça. Ok, dès le début, avant même que tu puisses comprendre ce que c'est que les maths, on me dit fais des maths, ok. Exactement, donc je sais que, et aussi, je crois que, T'as un état d'esprit cartésien? mes plus beaux souvenirs que j'ai avec mon père, c'est quand je jouais aux échecs avec lui. Ok. Donc je pense que l'esprit mathématique et logique, même si je suis pas un mathématicien, j'ai jamais vraiment été obsédé par les maths à l'école, mais je pense avoir été marqué par l'obsession de mon père pour la logique. Ok. Ouais. Parce qu'il y a un truc, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'a obsédé avec les maths quand mon père aussi me faisait faire les problèmes et tout. Et je me souviens très bien que c'est des souvenirs d'enfance très vifs. C'est que les maths étaient le seul truc à l'école où je pouvais être sûr d'avoir eu bon et d'avoir eu la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est logique d'avoir eu la bonne réponse. Et ça, c'est un truc qui me rassurait énormément à l'école. Dans les autres matières, j'étais bof, mais en maths, j'ai toujours été entre guillemets bon parce que je savais que j'avais bon ou faux, quoi. Mais je savais en sortant d'un contrôle si j'avais eu bon ou faux, et ça me rassurait énormément de savoir ça. Et j'ai l'impression que pour des gens qui ont choisi, par exemple, le métier du rire, qui est quand même loin d'être mathématique et qui est quand même très dur à aller chercher, etc., en fait, au final, on se rend compte que en fait, on mathématise un petit peu le rire aussi, quoi, en le rendant, faut que ça tombe au même endroit tous les soirs et que. Absolument. Et du coup, il y a un côté mathématique. Mais c'est de l'art. Oui. Quand un certain, moi, j'ai la conviction que les artistes et les scientifiques sont pas si différents non, les ils uns partent des tous les deux autres. d'une intuition à la base. Je pense juste que la responsabilité du scientifique de dire la vérité et d'offrir la vérité est plus grande que nous. On a le droit de dire n'importe quoi. Nous, on peut dire voici la vérité et c'est pas la vérité et on le sait et c'est pas grave. C'est contextuel, mais je pense que les artistes cherchent la vérité et de temps en temps, ils visent juste. Et de ce point de vue-là, tu sais, je veux dire, des fois, les humoristes disent des choses sur scène, ou pas juste les humoristes, ça peut être dans un film ou tout ça, mais en humour, c'est plus simple de le voir parce qu'on discute avec les gens. Ils disent des choses, ils ont des opinions sur la société ou sur qui 3-4 ans plus tard vont être reprises dans une étude. Tu vas voir le même genre de questionnement dans une étude, c'est juste que le scientifique a pris du temps pour vraiment aller au bout de la question et trouver une meilleure réponse que l'humoriste. Exactement. Mais à la base, je trouve que nous, on essaye au niveau des sensations puis des émotions de traduire le réel et d'offrir une hypothèse de ce que c'est que la vérité. Mais bon, comme le monde évolue, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Si à tous les jours, le monde évolue, demain, la vérité, elle a changé aussi. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que ça rassure. Ça rassure. Ouais, ça rassure. Ouais, il y a un côté rassurant. Ok, mais du coup, ça me fait marrer que tu parles des maths parce que je crois que c'est un point commun. On a été élevé un peu de la même façon de la même façon en tout cas. Je pense que quand les parents utilisent, il y a des concepts qui reviennent toujours dans l'éducation, ça te marque à tout jamais. Oui. Peut-être parce que tu te sens proche de, je sais pas, de la famille, de la maison. Non, les maths et la pierre c'est deux trucs qui me sont restés, ouais. Et du coup, juste pour finir, parce que je prépare rarement les épisodes en cherchant les trucs, juste je te connais un peu et j'avais vu ton spectacle, donc j'avais pensé à 2-3 idées de sujets, mais j'avais pas trop préparé. Juste, j'ai vu un truc, il y a marqué Xavier Dolan 2019. Ouais.
T'as tourné dans un film? J'ai tourné dans le dernier film de Xavier. C'est ouais. ouf ça. Ouais, je suis vraiment chanceux, ouais. Parce que pour le coup, tu vois, en France, c'est quelqu'un qui a un impact. Enfin, quand il sort un film en France, les gens courent au cinéma, quoi. Ben, je sais, et puis nous aussi. Oui, bah, vous encore plus. Ouais, mais ce que je veux nous- dire, c'est qu'il y a un impact international, quoi. C'est pas, Ouais. c'est fort, quoi. Puis, ben écoute, c'est vraiment par hasard. Je crois que c'est l'année dernière, je l'ai croisé dans un événement. C'est la première fois que je le croisais, que je le rencontrais. Pourtant, on habite dans la même ville, on avait plusieurs amis en commun. On n'avait jamais eu la chance de se rencontrer. Et là, on a discuté, je crois, ensemble 10 minutes. Mm. Et 3-4 mois plus tard, il me dit, hey, tu te rappelles quand on s'est vu? Je dis, ouais. Il me dit, ben, après, je me suis dit, ben, je vais lui donner un rôle. Génial. Tu sais, il me dit après, T'as genre, ressenti quoi à ce moment-là quand il t'a dit ça? j'étais tellement content. Pour Ouais. vrai, j'étais vraiment, vraiment heureux. J'ai un tout petit rôle dans le film, hein, donc je vais pas faire Bien sûr. je vais pas faire mais j'ai eu la chance d'être sur le plateau pendant 10 jours, Bien sûr, c'est ça. de travailler avec lui et ses amis qui sont dans le film aussi, c'est d'autres comédiens. Et puis, T'as pas forcément envie, je pense, à mon avis, d'être. Enfin, je dis t'as pas, c'est un tu général, d'être un stand-upper avec un rôle principal, en fait. Après, tu deviens vite Adam Sandler ou je sais pas quoi, et c'est pas le but. ouais, tu moi, vois, je suis pas un acteur. Moi. Non, mais tu vois, donc avoir Moi, un petit rôle. Tu vois, moi, Todd Barry dans The Wrestler, ou tu vois, Todd Barry, il a eu un petit rôle dans un film, Ouais, Louis ouais, C.K. dans un des Woody Ouais, Allen, ouais, où tu ouais, savais ouais, pas ouais. qu'il était là. Et le fait que t'aies un petit rôle dans le Dolan, moi, je trouve que c'est très bien, tu vois. Genre, je t'aurais pas aimé que t'aies un grand rôle, moi, tu vois, typiquement. Ben ouais, parce que en fait, moi considérant qu'une de mes plus grandes passions, en plus, c'est la réalisation, de le voir travailler, ça m'a tellement... Oui, ça doit être ça m'a impressionnant. tellement rendu heureux, en fait. Ouais, ouais. Moi, j'aime voir... Je crois que la chose que j'aime le plus au monde, c'est voir quelqu'un faire ce qu'il aime. Ouais, je comprends. Je trouve ça comprends tellement complètement. beau. Moi, un de mes plus gros souvenirs d'adolescence, enfin, moi, mon meilleur pote d'adolescence était génial au piano, enfin, était un génie du piano et je pouvais m'asseoir des heures, le regarder jouer au piano, quoi. Et c'est J'aimais juste ça, beau. quoi. Ouais, ouais. Et d'un autre côté, moi, je pense qu'il faut... Comme des fois, j'emmène ma voiture chez le mécanicien et le gars, il est passionné des moteurs et il me parle de ça avec des étoiles dans les yeux. Et je me dis, mais je veux rester ici, je veux qu'il me parle plus longtemps parce que je trouve que quelqu'un qui est à sa place, qui est rempli, mettons, je sais que c'est un peu spirituel, métaphysique, croissance personnelle, mais je suis persuadé que chaque être humain a une mission sur Terre, a des choses à Sa faire. mission sans masque. Ouais, ouais. Ouais, sans masque, exactement. Et quand je vois quelqu'un qui est dans sa mission ou pas loin ou qui s'approche d'eux, ça me rend tellement heureux. Ça, tu le sens chez les Mais gens. c'est évident, non? Ouais, Quand c'est quelqu'un évident, est je suis sur son d'accord. X. Je Je sais suis pas si d'accord. vous dites ça, être sur son X. Nous, on Non. dit ça chez nous. Mais je comprends. On dit être à sa place. Tu sais, quand t'es à ta place, je sais pas, il y a quelque chose et je pense que tu peux avoir plus qu'une place aussi dans cette vie. Tu n'es pas obligé de faire la même chose toute ta vie, mais comme tout évolue et tout est contextuel, c'est beau de voir quelqu'un contextuellement à sa place et de faire « Waouh, j'ai la chance de le voir travailler ». Puis je me sentais comme ça pendant le tournage et je trouvais ça aussi très difficile parce que je voulais être bon, puis j'avais des doutes, mais je voulais pas trop en parler et je vivais ça de manière très solitaire, tu sais, mais bon, l'expérience a été vraiment... Parce que pour être bon au moment où il te dit action, faut surtout tout relâcher, non? Mais si c'est parce tu- que Xavier, il a une manière de travailler où je crois qu'il te fait confiance Ok. et s'il te dit rien, il aime ça. Et quand on joue, on aime se faire dire bravo. Ouais. On aime se faire dire quand on joue pas souvent dans des films comme moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis à un moment, je crois qu'il a juste dit je suis allé le voir, j'ai dit est-ce que c'était bien? Il me dit honnêtement, si je te dis rien, là, ça veut dire j'ai adoré, je te jure. Puis j'ai dit ok. Après, j'ai plus vraiment douté, j'ai fait confiance à son commentaire. Ouais, mais... Le fait de rien dire, enfin, ça me fait penser à une anecdote, mais Jonah Hill, il parle de quand il a tourné The Wolf of Wall Street avec Scorsese, et il dit qu'il tournait une scène et qu'il n'y arrivait pas, et qu'il l'a fait 20 fois, 30 fois, et ça marchait pas, il faisait refaire. Et à un moment donné, Scorsese, il a dit ok, on coupe, on fait une pause, tout le monde 10 minutes, tout le monde hors du plateau. Il a appelé Jonah Hill, il l'a assis à côté de lui, il dit assis-toi à côté de moi. Il s'est assis. Scorsese, il a ouvert le journal.
il a lu le journal pendant 5-10 minutes à côté, et Jonah Hill il raconte qu'il est à côté, il sait pas quoi faire, il est en mode bah ouais mais tu vois, il est à côté de Scorsese, il sait pas quoi faire. Et là Scorsese il ferme le journal, il lui dit ça va? Il me dit ouais, il dit ok, allez tout le monde on reprend. Et en fait ils ont refait la scène et c'était la bonne directement et ils ont fermé. Et le fait de rien dire justement, bah, ça me fait penser à José Lidl, c'est pour ça que je parle de ça, le réalisateur qui ne dit rien mais qui te fait juste sortir de toi-même, en gros, ce qu'il dit, bah en fait, il dit le secret pourquoi il m'a fait faire ça, c'est que j'étais trop dans ma tête et que de ne rien me dire m'a juste fait penser à autre chose, et après j'étais prêt pour faire ma scène, quoi. Mais du coup, le secret de ne rien dire pour un réalisateur, je pense que ça doit être un truc. Mais c'est fou parce que jouer, c'est tellement. Tu sais, jouer, c'est donner une partie de toi que tu vois jamais. Ouais, ok, c'est intéressant. Parce que tu peux pas jouer quelque chose qui n'existe pas à l'intérieur de toi. Oui, c'est vrai. Ouais, sinon, tu dois le créer. Ouais. Mais même si tu le crées, à partir de ce moment-là, ça existe. Ouais. Donc, il faut que tu offres quelque chose que tu vois pas souvent de toi-même. Et c'est pour ça que c'est une expérience qui est très bizarre, qui est très... En fait, ça demande une grande générosité, jouer. Je crois. Il faut que tu donnes quelque chose et de se faire encourager. C'est par... je crois que quand tu fais pas ça souvent ou quand ça fait pas 20 ou 30 films que tu fais, je pense que t'as pas le choix de passer par ce moment où t'es comme, s'il te plaît, ouais, dis-moi ouais, que c'est bien. Je comprends. Parle-moi de maths. Dis-moi bravo quand je tombe. Ah, ça peut être le point final de cet épisode en vrai. Merci beaucoup d'être passé, c'était charmé.